Itsuki Tamari, un garçon travailleur issu d'un milieu modeste, découvre qu'il a été admis à la prestigieuse Académie Kei, où étudient les enfants des familles les plus influentes du Japon. Sur le chemin de l'école, il croise par hasard Janako Konashana, une jeune fille célèbre qui semble appartenir à une famille incroyablement puissante. Peu après son arrivée à l'académie, Itsuki attire l'attention des autres élèves simplement parce qu'il a été aperçu avec elle, même s'il n'a aucune idée de la raison. Un retour en arrière révèle qu'il a été abandonné par ses parents, laissé presque sans argent et contraint d'affronter la vie tout seul. Sans aucune ressource et sur le point de commencer un nouveau chapitre de sa vie scolaire, Itsuki trouve un portefeuille perdu. Alors qu'il tente de le rendre à son propriétaire, il assiste à l'enlèvement d'une jeune fille fortunée. Agissant sur un coup de tête, il intervient pour l'aider et finit par se faire enlever lui aussi. Une fois dans leur repère, les ravisseurs découvrent que la jeune fille est l'héritière d'un puissant clan, ce qui change complètement la situation. Pendant ce temps, Itsuki remarque le contraste saisissant entre sa vie simple et chaotique et le monde luxueux, mais tout aussi étrange, de Janako. Même en plein danger, elle continue de se comporter de manière imprévisible et tout sauf digne d'une jeune demoiselle. Quelques secondes plus tard, Itsuki regarde de nouveau Janako et se rend compte qu'elle a réussi, d'une manière ou d'une autre, à renverser presque toute la bouteille d'eau sur elle en essayant simplement de boire. Confus, il lui demande s'il s'est passé quelque chose. Janako lui répond calmement qu'elle ne s'est jamais habituée à boire directement dans des bouteilles en plastique. Sans perdre de temps, Itsuki lui demande de lui donner la bouteille afin qu'il puisse l'aider à boire un peu d'eau. Avant cela, il lui montre la petite flaque qu'elle a créée sur le sol et lui demande de se rapprocher un peu. Cependant, au moment où elle essaie de marcher, Janako trébuche sans la moindre raison et tombe la tête la première sur le sol. Cette scène arrache un petit rire à Itsuki, qui se demande comment quelqu'un peut réussir à trébucher alors qu'il n'y a littéralement aucun obstacle sur son chemin. Après qu'elle s'est relevée, Itsuki examine son front et constate qu'elle n'a qu'une petite égratignure. Il lui conseille de ne pas continuer à la toucher, afin d'éviter qu'elle ne s'infecte. Une fois cet incident derrière eux, Janako lui demande pourquoi il a lui aussi fini par se faire enlever. Cette question rappelle à Itsuki la carte d'étudiant qu'il avait trouvée plus tôt, et il la rend enfin à sa véritable propriétaire. Dès qu'elle la récupère, Janako active un mécanisme caché à l'intérieur de la carte et affirme avec assurance que les secours arriveront bientôt. Itsuki n'a aucune idée de ce qui vient de se passer, car à ses yeux, cette carte ressemblait simplement à une carte d'étudiant ordinaire. Sans montrer la moindre inquiétude, Janako s'allonge pour se reposer. Comme la jeune fille gâtée qu'elle est, elle demande à Itsuki si elle peut poser sa tête sur ses genoux. Cette demande le laisse complètement décontenancé, car jamais auparavant, une fille aussi belle qu'elle n'avait fait quelque chose de ce genre avec lui. Malgré tout, après avoir découvert à quel point elle était réellement maladroite, sa beauté ne l'intimidait plus autant qu'au début. Se sentant un peu plus à l'aise, il changea de position afin qu'elle puisse s'installer confortablement. Janako posa sa tête sur ses genoux et lui fit remarquer qu'il avait la taille parfaite. Cette remarque fit légèrement rougir Itsuki, même s'il ne savait pas vraiment pourquoi. Pendant que les deux continuaient à discuter, une unité tactique spéciale commença à encercler la cachette sur les ordres de quelqu'un d'autre. Au même moment, l'un des ravisseurs parlait au téléphone, visiblement satisfait d'avoir enfin capturé Kawai Leonard. Durant l'appel, il négociait la somme d'argent qu'il espérait recevoir en échange de la jeune fille. En observant la situation, Itsuki trouva incroyable que Janako ait réussi à s'endormir dans une situation aussi dangereuse. Malgré tout, la voir dormir lui permit également de se détendre un peu et de profiter de ce moment de calme. Il essuya délicatement la salive qui coulait sur le côté de son visage. Quelques secondes plus tard, Janako ouvrit lentement les yeux. Soudain, le ravisseur se mit à crier au téléphone, avertissant que s'il continuait à se moquer de lui, il passerait sa colère sur la jeune fille. Même après avoir entendu cette menace, Itsuki regarda Janako et lui dit qu'elle n'avait pas besoin d'avoir peur. Quoi qu'il arrive, il ferait tout son possible pour la protéger. En entendant ces paroles, Janako lui demanda pourquoi il était prêt à prendre autant de risques pour quelqu'un qu'il venait à peine de rencontrer. Cette question le laissa sans voix. En y réfléchissant, Itsuki réalisa que même si son propre avenir semblait sans espoir, il avait encore la possibilité de sauver quelqu'un d'autre. Peut-être qu'en faisant cela,
il pourrait également se sauver lui-même. Avec cette pensée en tête, il admit qu'il était lui-même incapable d'expliquer pourquoi il était prêt à aller aussi loin. Sa réponse sincère fit briller les yeux de Janako, qui lui adressa un doux sourire. Elle lui dit qu'elle l'aimait bien et que sa présence lui procurait un incroyable sentiment de sécurité. Janako ajouta qu'Itsuki sentait comme un futon qui venait tout juste de sécher au soleil. Après ce compliment plutôt inhabituel, elle expliqua qu'elle avait eu de nombreux gardiens tout au long de sa vie, mais qu'ils avaient tous été sérieux et excessivement stricts avec elle. Cependant, avec Itsuki, tout était différent. Il la traitait naturellement, sans aucune formalité. Elle pouvait véritablement se détendre en sa présence, et cela la rendait sincèrement heureuse. Ces paroles prirent Itsuki complètement au dépourvu. Un instant plus tard, Janako lui demanda son nom. Sans réfléchir, il répondit accidentellement qu'il s'appelait Itsukido Minari. Janako se présenta alors à son tour. Cependant, avant qu'elle puisse continuer, une grenade, la pièce entière se remplit de fumée, tandis que l'équipe de secours prend d'assaut la cachette et arrête les ravisseurs. Au début, les agents braquent également leurs armes sur Itsuki, avant de comprendre rapidement qu'il n'est qu'une autre victime. La commandante adjointe Shizune dirige l'opération et vérifie la situation auprès de Janako, qui confirme à tout le monde qu'Itsuki n'est pas un criminel. Après le sauvetage, Shizune réprimande légèrement Janako pour être partie sans prévenir personne, mais celle-ci ignore complètement son avertissement. Janako surprend ensuite tout le monde en annonçant qu'elle souhaite emmener Itsuki avec elle. Sans la moindre hésitation, Shizune accepte et commence immédiatement à traiter cette décision comme un arrangement officiel. À partir de ce moment-là, la situation dans son ensemble devient plus claire. Shizune a déjà mené une enquête approfondie sur le passé d'Itsuki et découvert sa situation familiale et financière extrêmement difficile. Pour cette raison, elle et la famille Kanohana décident de le recruter afin qu'il devienne le gardien personnel de Janako, sous des règles très strictes. Avec de lourdes conséquences, s'il venait un jour à franchir les limites, Itsuki est conduit dans l'immense résidence de la famille Kanohana, où il découvre enfin l'étendue réelle de la richesse et de l'influence de cette famille. Là-bas, Keijin, le père de Janako et le dirigeant du conglomérat, confirme que sa fille s'est profondément attachée à Itsuki et insiste sur le fait qu'il est la personne idéale pour prendre soin d'elle. Avant de lui expliquer entièrement les détails de son travail, il commence par lui montrer le quotidien inhabituel et problématique de Janako, révélant ainsi que s'occuper d'elle sera bien plus compliqué qu'Itsuki ne l'avait jamais imaginé. À mesure que la vidéo avance, Itsuki devient de plus en plus stupéfait, principalement parce que la Janako apparaissant à l'écran ne ressemble absolument pas à celle qu'il connaît. Dans les images, elle paraît parfaite, élégante et gracieuse dans chacun de ses mouvements, complètement différente de la jeune fille maladroite qu'il a vue jusqu'à présent. Le contraste est si saisissant qu'il demande à Shizune qui est réellement cette personne. Elle lui confirme simplement qu'il s'agit bel et bien de la même Janako. Voyant sa confusion, Keijin lui explique que Janako sait parfaitement comment se comporter comme une jeune demoiselle irréprochable lorsqu'elle se trouve en public. Cependant, elle possède une autre facette de sa personnalité. À en juger par l'expression d'Itsuki, Keijin comprend que la version maladroite qu'il a rencontrée est la véritable Janako lorsqu'elle se trouve loin du regard du public. Selon Keijin, dès qu'elle échappe au regard de la société, Janako redevient exactement comme elle apparaît dans la vidéo, et cette facette de sa personnalité rend la vie extrêmement difficile à tous ceux qui doivent s'occuper d'elle, au point de devenir presque insupportable. Il mentionne même que son précédent gardien a récemment démissionné après avoir été hospitalisé à cause d'un ulcère provoqué par le stress, ce qui ne rassure absolument pas Itsuki. En résumé, Keijin lui explique que le travail d'un gardien consiste à agir dans l'ombre, en veillant à ce que la véritable personnalité de Janako n'apparaisse jamais en public et ne nuise pas à sa réputation. Après avoir tout expliqué, Keijin demande à Itsuki ce qu'il pense de cette proposition, en lui faisant clairement comprendre qu'il espère sincèrement qu'il acceptera. Nerveusement, Itsuki pose une question sur le salaire. Keijin répond sans hésiter. Bien sûr qu'il sera payé. Il lui explique également qu'Itsuki vivra dans le manoir et que tous ses repas seront pris en charge. Il lui propose ensuite 20 000 yens par jour, ce qui laisse Itsuki stupéfait, car il comptait demander beaucoup moins, environ 8 000 yens. Prenant son silence pour un refus, Keijin augmente immédiatement son offre à 50 000 yens par jour,
Pris de panique, Itsuki s'empresse d'expliquer que c'est en réalité tout le contraire et que 20 000 yens représentent déjà pour lui une somme d'argent incroyable. Keijin devient alors plus sérieux et souligne que les responsabilités d'un gardien sont bien plus importantes qu'Itsuki ne l'imagine. Il lui demande s'il comprend pourquoi Janako doit maintenir une image publique aussi irréprochable. Sans attendre de réponse, Keijin explique que c'est afin de garantir un mariage avantageux à l'avenir. Récemment, le groupe Kanohana a été confronté à des conflits internes et à de féroces rivalités commerciales, ce qui rend ce mariage crucial pour l'avenir de la famille. Pour cette raison, Janako doit préserver une réputation parfaite à l'Académie Kei, ainsi que lors des événements mondains. Le gardien est chargé de veiller, dans l'ombre, à ce que tout se déroule ainsi, en protégeant à la fois la réputation de Janako et celle de la famille Kanohana. Finalement, Keijin lui demande directement s'il est prêt à assumer cette responsabilité. Itsuki accepte le poste de gardien de Janako pour un salaire de 20 000 yens par jour, et son premier jour est prévu pour le lendemain matin. Keijin, le père de Janako et le chef de la famille Kanohana, précise clairement que ce travail exige une surveillance constante, car Janako dépend énormément de son gardien. Avant de mettre fin à la réunion, il lui adresse un avertissement direct et glaçant, lui faisant clairement comprendre que tout comportement inapproprié envers sa fille aurait des conséquences fatales, ce qui intimide profondément Itsuki. Par la suite, Itsuki s'installe dans le manoir et apprend qu'il fréquentera également l'Académie Kei aux côtés de Janako. Pour rendre cela possible, on lui fournit un uniforme scolaire ainsi qu'une fausse identité le présentant comme l'héritier de l'une des filiales afin que personne ne remette en question sa présence. À partir de ce moment-là, Shizune lui fait suivre un entraînement intensif afin de le préparer à son rôle de gardien de Janako. Son entraînement comprend des études, des règles strictes de savoir-vivre et même du combat au corps à corps. Malgré sa détermination et son expérience dans des emplois physiquement éprouvants, Itsuki se rend rapidement compte qu'il est loin d'être préparé à cet univers totalement différent. Épuisé, il retourne dans sa chambre, seulement pour découvrir que Janako dort déjà dans son lit, comme si la chambre lui appartenait. Dans le même temps, sa vie personnelle continue de s'effondrer. Il ne parvient plus à entrer en contact avec un ami proche et décide qu'il ne pourra désormais plus fréquenter son ancienne école. Janako ne fait que compliquer davantage les choses en lui confisquant son téléphone portable et en insistant pour qu'il se comporte plus naturellement avec elle, le gardant ainsi constamment à ses côtés. N'ayant aucune véritable alternative, Itsuki commence, à contre-cœur, à s'adapter à sa nouvelle réalité. Finalement, il accepte le chaos qu'implique son nouveau rôle de gardien de Janako. Avec Hinako. Comme personne ne peut les voir à l'intérieur de la voiture, Hinako ne cesse de se plaindre. Elle dit qu'elle a sommeil et qu'elle veut rentrer chez elle. Shizune la prévient que si elle dit encore la même chose dans 8 heures, elle sera obligée d'accepter. Elle explique ensuite à Itsuki que, puisque c'est son premier jour à accompagner Hinako à l'école, en public, il devra désormais s'adresser à elle de manière plus formelle. Elle précise qu'elle les déposera tous les deux à une certaine distance de l'école et qu'il est impératif que personne ne découvre qu'il est son aide à domicile, ni qu'ils vivent sous le même toit. Itsuki écoute attentivement tout ce qu'elle lui explique, mais Hinako les interrompt pour lui demander de lui parler normalement. Comme il semble hésiter, Hinako demande à Shizune de l'y autoriser. Cependant, Shizune lui rappelle qu'il est essentiel de préserver les apparences devant les autres. N'ayant pas d'autre choix, Hinako lui demande alors de lui permettre de parler normalement uniquement lorsqu'ils sont seuls ou en compagnie de Shizune. Shizune finit par céder. Hinako affiche alors un sourire et dit à Itsuki qu'il peut désormais lui parler normalement. Itsuki se détend un peu et lui répond que cela lui est égal. Shizune, en revanche, ne semble pas très satisfaite. À mesure qu'ils approchent de l'école, Hinako recommence à se plaindre parce qu'ils arrivent à bientôt. Puis, sans prévenir, elle demande soudainement à Itsuki de la prendre dans ses bras. Cette demande fait immédiatement perdre le contrôle du volant à Shizune. Lorsqu'elle retrouve son calme, elle rappelle à Hinako qu'un tel comportement n'est pas digne d'une jeune lady et qu'elle devrait éviter de dire ce genre de choses. Hinako lui demande simplement si elle savait qu'Itsuki sentait vraiment très bon. Cette remarque surprend réellement Shizune. Elle demande alors à Itsuki s'il accepterait qu'elle le sente après les cours. Itsuki refuse, bien entendu. Mais Hinako prend la liberté de le renifler comme bon lui semble.
Lorsqu'ils arrivent enfin, Shizune remet un objet à Itsuki et lui recommande de l'utiliser si Hinako devient trop obstinée. Elle leur souhaite ensuite une excellente journée. Pourtant, la première chose que dit Hinako en marchant vers l'école est qu'elle veut rentrer chez elle. Itsuki lui demande si elle ne devrait pas déjà commencer à jouer son rôle. Elle lui répond simplement que personne ne les regarde encore. Le fait qu'elle puisse l'affirmer alors qu'elle garde les yeux fermés lui donne l'impression qu'elle possède une sorte de sixième sens, lui permettant de savoir lorsqu'on l'observe. Il préfère toutefois ne pas poser de questions. Itsuki se rappelle qu'il fait tout cela pour 20 000 yens par mois. Il doit donc protéger la réputation de Hinako en tant que jeune lady, tout en faisant semblant d'être son amie dans cette prestigieuse école. Malgré toute sa détermination, Itsuki ne peut cacher son étonnement lorsqu'il découvre l'immensité de l'établissement de ses propres yeux. Il fait néanmoins de son mieux pour paraître naturel. Lorsqu'il arrive dans sa salle de classe, l'enseignant annonce à tout le monde qu'un nouvel élève rejoint la classe aujourd'hui. Itsuki se présente devant ses camarades avant d'aller s'asseoir. Il est surpris de constater qu'il n'y a ni applaudissements, ni accueil chaleureux. Malgré cela, il ressent une atmosphère particulière dans la salle de classe, une tolérance qui naît d'une confiance absolue, bien différente de celle de l'école d'où il vient. Sans perdre davantage de temps, le professeur décide de commencer par le cours de mathématiques, annonçant qu'ils allaient apprendre l'intégration par substitution. Itsuki reste figé un instant, car il s'agit normalement d'un sujet étudié à la fin de la 3e année. Mais ici, il est apparemment enseigné dès le printemps de la 2e année. À cause de cela, à la fin du premier cours, il est déjà complètement épuisé. Mais il prend quand même le temps de jeter un coup d'œil à Hinako, qui s'en sort manifestement bien mieux que lui, puisqu'elle est parfaite en public. Soudain, l'un de ses camarades de classe s'approche de lui en disant qu'il fallait vraiment avoir du cran pour venir sans même le saluer. Le garçon lui dit qu'il est prêt à recevoir son tribut, mais une fille lui assène une tape sur la tête et le gronde pour avoir fait peur à Itsuki. À ce moment-là, le garçon éclate de rire et s'excuse, précisant que ce n'était qu'une plaisanterie. Il se présente sous le nom de Kazuya Taisho, tandis que la jeune fille à ses côtés se présente comme Karen Asahi. Kazuya lui dit qu'il avait l'air d'avoir eu un peu de mal avec le cours tout à l'heure, et Itsuki comprend qu'il n'a vraiment pas su cacher son embarras. Kazuya le rassure et lui explique simplement que c'est tout à fait normal pour un élève transféré, alors il ne devrait pas s'en faire. Karen ajoute que certains élèves viennent d'autres établissements de haut niveau, mais que la plupart arrivent ici à cause de circonstances familiales, comme la nécessité de reprendre l'entreprise familiale. On les appelle les roturiers élevés, et Kazuya suppose qu'Itsuki en fait partie. Avant de répondre, Itsuki se rappelle les paroles de Shizune, qui lui avait conseillé d'utiliser un langage poli à l'école. Après tout, son histoire officielle est celle d'une personne de basse condition. Itsuki comprend qu'ici, les héritiers d'entreprises familiales sont considérés comme des roturiers élevés. Alors, il entre dans son rôle et adopte un langage respectueux. Il leur explique que l'entreprise informatique dirigée par sa famille est plutôt modeste, si bien qu'il appartient effectivement à ce qu'ils appellent les roturiers élevés. Kazuya lui dit qu'il est difficile de suivre ce programme scolaire lorsqu'on vient d'un établissement ordinaire. Alors ils ont créé une sorte de groupe d'entraide pour les élèves dans la même situation. Il ajoute que Karen et lui sont eux aussi des roturiers élevés et qu'ils l'aideront de toutes les façons possibles. Itsuki est un peu ému par leur gentillesse. Il leur sourit et leur dit qu'il serait ravi de se joindre à eux. Kazuya lui demande de laisser tomber les formules de politesse, puisqu'ils sont camarades de classe. Mais Itsuki explique que c'est une règle imposée par sa famille. Ne pouvant rien y faire, Kazuya change de sujet, mais son expression change elle aussi radicalement lorsqu'il lui demande quelle est sa relation avec Hinako. Toute la classe attend sa réponse dans une atmosphère menaçante, et Kazuya fait remarquer qu'ils sont venus à l'école ensemble ce matin. Nerveusement, Itsuki explique que leurs parents se connaissent, qu'ils se sont déjà croisés à plusieurs reprises par le passé et qu'elle lui a simplement proposé de venir à l'école avec elle. Kazuya lui demande si c'est vraiment tout, voulant savoir s'ils ne sont pas fiancés ou quelque chose du genre. La question le prend complètement au dépourvu. Itsuki nie aussitôt, ce qui fait immédiatement retomber la tension. Karen explique que tout le monde a les yeux rivés sur Hinako. Elle est pratiquement la plus grande célébrité de l'école, car elle obtient les meilleures notes de leur promotion, et elle est tout simplement magnifique. Elle a même entendu dire que, pendant la pause déjeuner,
Hinako participait à distance aux réunions de son entreprise, ce qui semblait tout à fait normal pour l'héritière de la famille Konohana. Itsuki découvre rapidement que cette rumeur est totalement fausse, car pendant la pause déjeuner, Hinako l'attend en réalité sur le toit de l'école. Maintenant qu'ils sont seuls, Itsuki lui parle normalement et lui demande si elle vient toujours ici. Hinako lui répond simplement que c'est un bon endroit pour être tranquille, et Itsuki admet qu'il est agréable de prendre un peu l'air. Une fois assis pour déjeuner, Itsuki est vraiment surpris par le repas, car il n'avait encore jamais reçu un déjeuner aussi copieux. Jusqu'à présent, il n'avait jamais pris un déjeuner aussi copieux. Hinako explique que la cafétéria propose de meilleurs plats, mais qu'avec un déjeuner préparé à la maison, elle ne peut emporter que les aliments qu'elle mange. Itsuki lui demande s'il y a des aliments qu'elle ne mange pas. À sa grande surprise, Hinako énumère plusieurs aliments. Les carottes, les poivrons, les champignons, les prunes salées, les tomates et la citrouille. La liste continue, mais Itsuki l'interrompt et suppose qu'elle ne mange tout simplement pas de légumes. Hinako le confirme sans aucune gêne, puis ouvre la bouche en lui demandant de la nourrir. Itsuki est un peu surpris au début, mais il ne pose pas de questions et s'exécute. Cela semble la satisfaire. Puis Hinako décide de faire la même chose et lui propose de le nourrir à son tour. Même si cela l'embarrasse un peu, Itsuki accepte. Il est réellement surpris par la qualité du repas, car il n'avait jamais mangé une omelette roulée aussi bonne. Hinako est heureuse qu'il l'apprécie et explique qu'il est son assistant. Alors elle doit bien le nourrir, car elle ne veut pas qu'il finisse par se lasser d'elle. Après avoir entendu cela, Itsuki lui demande pourquoi sa précédente assistante avait démissionné. Hinako répond simplement qu'elle ne le sait pas. Elle ajoute que cette assistante était restée environ 2 semaines. La précédente était restée 3 semaines et la plus ancienne 1 mois. Itsuki se demande pourquoi elles abandonnaient toutes si vite, car il ne peut pas imaginer un autre travail offrant autant d'avantages. Après tout, on lui fournit un logement, 3 repas par jour, un salaire quotidien de 20 000 yens, et ses frais de scolarité sont également pris en charge. Hinako lui demande alors ce qu'il pense d'elle. Elle veut savoir s'il la considère aussi comme un avantage. Itsuki ne comprend pas ce qu'elle veut dire. Hinako lui demande alors s'il n'a pas envie d'épouser quelqu'un d'un rang supérieur. Cette remarque le rend immédiatement nerveux. Il répond rapidement qu'il n'y avait jamais pensé. Hinako lui demande simplement de ne pas démissionner. Itsuki accepte et la laisse faire une sieste sur ses genoux. Pendant qu'elle dort, il pense que cette situation devrait être embarrassante, mais il réalise qu'elle est étrangement apaisante. Soudain, Shizune l'appelle. Elle lui explique que, jusqu'à ce qu'il s'habitue à son travail d'assistant, elle l'appellera chaque midi pour prendre de ses nouvelles. La première chose qu'elle lui demande est s'il respecte bien le rôle qui lui a été attribué. Itsuki répond que tout se passe bien pour le moment. Elle lui demande ensuite s'il a déjà parlé avec ses camarades de classe. Itsuki lui parle de Katsuya et de Karen. Dès qu'elle entend leur nom, Shizune consulte ces informations et lui explique que la famille de Karen a fait fortune dans le commerce de détail grâce à une entreprise appelée Jay's Holdings. Itsuki ne peut cacher sa surprise lorsqu'il comprend que la famille de Karen possède la célèbre chaîne Jay's Electronics, devenue l'un des 5 plus grands distributeurs d'électronique du pays. Il ne comprend plus pourquoi elle disait être une roturière devenue noble, puisqu'elle est pratiquement une princesse. Shizune lui apprend ensuite que la famille de Katsuya possède une importante société de transport appelée Taisho Movers. C'est tout aussi impressionnant. Itsuki finit même par les considérer comme des traîtres. Après le cours suivant, Hinako continue de jouer parfaitement son rôle. Itsuki remarque qu'elle est toujours entourée d'élèves. Il pense donc qu'il n'a pas vraiment à s'inquiéter pour elle. À ce moment-là, Shizune l'appelle de nouveau. Elle lui annonce que Hinako a apparemment perdu son portefeuille, car le signal de son émetteur personnel et celui du portefeuille ne correspondent plus. Itsuki est un peu surpris qu'un émetteur soit installé dans son portefeuille, mais il ne pose pas de questions. Il répond qu'il va partir à sa recherche. Shizune l'informe que le portefeuille se trouve clairement du côté ouest du bâtiment principal, mais qu'elle ne peut pas lui en dire davantage. Itsuki suppose qu'il est probablement dans les toilettes. Shizune lui ordonne alors d'aller le récupérer et raccroche immédiatement. Dès qu'Itsuki comprend ce que cela implique, Itsuki panique immédiatement, se demandant comment il va récupérer quelque chose qui se trouve dans les toilettes des filles. Alors qu'il cherche une solution,
Une jeune fille à l'allure distinguée s'approche de lui et lui demande ce qui ne va pas, surprise de voir un visage inconnu. Elle suppose qu'il s'agit de l'élève transféré de la classe A, dont elle a entendu parler, et se présente comme Mirei Tanoji, la fille unique du président du groupe Tanoji. Itsuki ne sait pas quoi dire, et sa confusion manifeste l'agace quelque peu, car elle ne comprend pas comment il peut répondre aussi abruptement après un si long silence. Se sentant piégé, Itsuki s'excuse de son ignorance, car il ne connaît pas le groupe Tanoji. Mirei ne peut cacher son indignation et lui explique que c'est bien plus qu'une simple ignorance. Le groupe Tanoji est un immense conglomérat qui s'est d'abord fait un nom dans le secteur minier. Parmi les entreprises de son groupe figurent les plus grands producteurs japonais de métaux non ferreux et de produits chimiques, et son envergure est comparable à celle du groupe Konohana. La réaction d'Itsuki lui fait comprendre qu'il connaît le groupe Konohana, mais cela ne fait qu'attiser sa colère, la poussant à penser que la présence d'Hinako ici est ce qui la relègue dans l'oubli. Mirei reprend rapidement ses esprits et change de sujet, lui demandant si quelque chose le tracasse. Itsuki explique nerveusement que quelqu'un a oublié un portefeuille dans les toilettes des femmes et qu'il voulait le récupérer. Sans hésiter, Mirei décide de l'aider et récupère elle-même le portefeuille, lui évitant ainsi bien des tracas. Cependant, après l'avoir récupéré, elle lui demande comment un homme a pu se rendre compte qu'il y avait un portefeuille dans les toilettes des femmes. Itsuki réfléchit rapidement et lui explique que son propriétaire lui avait demandé de le retrouver et que c'était le seul endroit où il ne pouvait pas vérifier. Mirei ne semble pas apprécier Hinako, aussi décide-t-il de ne pas la mentionner pour éviter les problèmes. Après avoir entendu ses explications, Mirei lui dit qu'il a l'air d'être réduit à un simple larbin, ce qui est totalement inadmissible. Elle lui rappelle que sa présence dans cette école fait de lui un futur dirigeant, et que s'il se laisse instrumentaliser, son entreprise ne prospérera jamais. Itsuki accepte son conseil et lui assure qu'il fera plus attention, mais Mirei remarque son manque d'assurance et lui demande de parler plus clairement. Lorsqu'il s'exprime avec plus d'assurance, Mirei confirme qu'il a du potentiel et lui conseille également de se tenir droit, car la confiance en soi découle d'une bonne posture. Itsuki suit ses instructions sans tarder, et Mirei s'en va satisfaite, lui disant que s'il a besoin de quoi que ce soit à l'avenir, il n'aura qu'à s'adresser à elle. Cette interaction était sur le point de bien se terminer, mais Itsuki décide de lui demander si l'école n'interdit pas de se teindre les cheveux. Mirei se fige aussitôt, lui demandant s'il insinue que ses cheveux sont aussi faux qu'une bague en or. Itsuki lui explique qu'il ne voulait pas dire ça, mais Mirei s'enfuit, honteuse, en clamant qu'elle ne se teint pas les cheveux. Il la laisse partir, même s'il est évident pour lui qu'elle se teint les cheveux. Itsuki parvient à passer la journée, et après le dernier cours, Karen et Kazuya l'abordent pour lui proposer une petite fête de bienvenue. Il décline poliment l'invitation, leur expliquant qu'on lui a demandé de rentrer plus tôt, mais qu'il acceptera volontiers leur proposition une autre fois, car il a aussi des questions sur l'école. Plus tard, Itsuki sort et trouve Hinako en train de nourrir les poissons dans un étang de l'école. Elle lui dit qu'elle ne veut pas y aller. Cela le perturbe un peu, car ce matin, elle ne voulait qu'une chose, rentrer chez elle. Hinako lui explique simplement qu'elle souhaite rester ici, car il y a encore beaucoup à apprendre et à faire au manoir, ce qui signifie qu'elle ne peut pas se détendre. Itsuki lui explique qu'elle ne peut tout de même pas rester ici pour toujours. Mais, même s'il fait tout son possible pour la faire bouger, Hinako ne bronche pas. C'est alors qu'il se souvient que Shizune lui a donné quelque chose pour l'aider dans ce genre de situation. En regardant de quoi il s'agit, il découvre simplement un paquet de chips. Hinako se jette aussitôt sur lui pour essayer de l'attraper. Mais Itsuki lui dit qu'elle ne pourra les avoir qu'à une seule condition, rentrer chez elle. Incapable de résister à la tentation, Hinako finit par céder et retourne chez elle. Itsuki apprend alors qu'elle n'a généralement pas le droit de manger des aliments comme les chips. Le trajet jusqu'à l'école avait déjà été épuisant. Mais le retour fut encore pire. Les leçons de Shizune commencèrent par des révisions pour les cours du lendemain. Puis elles se poursuivirent avec des cours d'étiquette et d'autodéfense. Après l'entraînement d'autodéfense, même si Itsuki abandonne facilement, Shizune admet qu'il apprend très vite. Il décide alors de lui poser une question. Hinako lui avait dit que son gardien le plus durable n'était resté qu'1 mois,
et il voulait savoir pourquoi. Shizune lui explique que c'est Kagan qui avait recruté tous les précédents gardiens de Hinako. Ils étaient tous très stricts avec elle et n'avaient donc jamais réussi à établir une relation de confiance. Cela a été une grande source d'inquiétude pour Kagan. Cette fois-ci, c'est la première fois qu'il engage une personne ordinaire, sans aucun lien avec la famille Konohana. C'est donc aussi un pari pour eux. Après cette conversation, Itsuki comprend beaucoup mieux la situation. Il n'arrive pas à croire que ce n'est que son premier jour et se demande sincèrement s'il sera capable d'assurer ce travail. Après le cours d'autodéfense, il croise Hinako. Sans la moindre hésitation, elle lui dit qu'il sent mauvais. Itsuki lui répond qu'il allait justement prendre un bain. Hinako décide alors de l'emmener dans sa chambre et lui montre sa salle de bain privée. Itsuki est surtout impressionné par le luxe des lieux. Mais il oublie complètement ce détail lorsque Hinako enlève ses vêtements et lui demande de la rejoindre. Sans vraiment comprendre ce qui se passe, il se retrouve simplement à prendre un bain avec Hinako, tous les deux vêtus de leur maillot de bain. Itsuki fait de son mieux pour garder son calme et cherche désespérément à penser à autre chose. Il finit par avoir une idée. Il décide de lire les fiches de présentation de leurs camarades de classe que Shizune a préparées. À l'école, tout le monde parle constamment des entreprises familiales. Shizune souhaite donc qu'il mémorise toutes ces informations. Itsuki lui demande si elle a de véritables amis dans sa classe. À sa grande surprise, Hinako répond immédiatement que non. Elle lui explique que, même si elle est toujours entourée d'autres élèves, aucun d'entre eux n'est réellement son ami. Itsuki admet qu'il ressemble davantage à des profiteurs qui gravitent autour d'elle, ce qui ne l'étonne pas vraiment. Il lui demande alors si elle aimerait avoir de vrais amis. Mais Hinako lui répond simplement qu'il est la seule personne dont elle a besoin. Cette réponse déstabilise un peu Itsuki. Malgré tout, il la remercie, et c'est à ce moment-là que Hinako se rapproche de lui. Elle lui demande de lui laver les cheveux, puisque c'est ce que fait toujours Shizune. N'ayant pas vraiment le choix, Itsuki considère que cela fait simplement partie de son travail. Pendant qu'il lui lave les cheveux, il lui demande pourquoi elle l'a choisi comme gardien. Hinako se contente de lui sourire avant de répondre qu'elle aime le fait qu'il accepte naturellement tout ce qu'elle fait et qu'il veille toujours sur elle. Itsuki ne répond rien, car cela ne répond pas vraiment à sa question. Il trouve néanmoins réconfortant de savoir qu'elle lui fait réellement confiance. Soudain, Hinako se lève et se plaint de la chaleur. Elle dit que son maillot de bain la gêne. Itsuki panique aussitôt. Mais elle lui explique qu'elle ne porte un maillot de bain dans le bain que parce que Shizune l'y oblige. Lorsqu'Itsuki comprend que Shizune sait qu'ils sont ensemble dans le bain, il aperçoit son regard meurtrier qui les observe depuis derrière la porte. Il devient livide sur le champ. Une fois Hinako partie, Shizune décide d'avoir une discussion avec lui. Elle lui révèle qu'elle les observe depuis le tout début. Elle lui annonce qu'elle lui a préparé des vêtements de rechange, ainsi qu'un médicament destiné à provoquer des troubles de l'érection. Shizune lui explique que, désormais, chaque fois qu'il risque d'éprouver du désir pour Hinako, il devra prendre l'un de ces comprimés à l'avance. Itsuki se met immédiatement à trembler de peur. Il pousse un cri d'horreur, sans se douter que les comprimés que Shizune lui a donnés ne sont en réalité que de simples vitamines. Le lendemain, à l'école, il se prépare mentalement à affronter cette nouvelle journée. Mais après être retourné chercher un objet qu'il avait oublié, il percute accidentellement une autre élève. À l'instant où la jeune fille le voit, elle le reconnaît immédiatement. Même s'il essaie de faire semblant de ne pas comprendre, elle confirme sans la moindre hésitation qu'il est bien Itsuki. Elle se jette alors dans ses bras en larmes, en lui disant qu'il lui a énormément. Karen lui avait déjà parlé de cette fille auparavant. Elle lui avait expliqué qu'il s'agissait de Narika Miyakejima, une élève de la classe B. C'est une athlète exceptionnelle, surnommée la beauté glaciale de l'école. Mais ce qui la rend surtout célèbre, c'est tout autre chose. En effet, elle est réputée pour être très distante, et toutes sortes de rumeurs circulent à son sujet, notamment qu'elle serait issue d'une famille de yakuza. Itsuki se souvient également que Kagan lui avait déjà parlé d'elle, après s'être renseigné sur les antécédents de sa famille. Il lui avait expliqué que l'héritière de la famille Miyakejima était inscrite à Kyugakuen et que,
même s'il ne pensait pas qu'il existât le moindre conflit entre leurs deux familles. Il lui avait tout de même demandé d'éviter toute interaction inutile avec elle. Malheureusement, Itsuki avait complètement échoué sur ce point. À présent, Narika est agrippée à lui en pleurant de manière incontrôlable. C'est alors que l'histoire revient sur leur passé. Il y a longtemps, Itsuki avait en réalité passé quelque temps dans le domaine de la famille Miyakejima. Ses parents, tous deux aussi désœuvrés l'un que l'autre, s'entendaient très bien. Mais il y eut un moment où ils furent au bord du divorce. Itsuki avait alors 10 ans. Sa mère l'avait emmené avec elle pour quitter leur maison et séjourner auprès de la famille de sa défunte grand-mère, c'est-à-dire la famille Miyakejima. De nombreux membres de cette famille s'opposaient à leur présence, estimant qu'ils risquaient d'avoir une mauvaise influence sur Narika. Itsuki apprit plus tard que sa grand-mère avait été reniée par ses propres parents. Sa mère s'était toutefois imposée et était revenue au sein de la famille. Pendant leur séjour au domaine, Itsuki rencontra Narika pour la première fois. À cette époque déjà, elle se montrait très agressive. Dès qu'elle lui demanda qui il était, Itsuki se présenta en expliquant qu'ils étaient arrivés la veille. À sa grande surprise, la première chose que Narika lui dit fut qu'elle détestait les faibles. Elle lui expliqua que les domestiques lui avaient déjà parlé de lui et qu'elle savait que lui et sa mère séjournaient ici dans l'espoir d'être entretenus gratuitement. Itsuki ne pouvait pas vraiment le nier. À sa grande surprise, Narika lui déclara qu'elle allait lui confier un travail. Ainsi, il n'aurait plus à s'inquiéter, car il serait désormais chargé de veiller sur elle. Narika était la fille unique de la famille Miyakejima. À partir de ce jour, Itsuki passa la majeure partie de son temps à ses côtés. Il l'aidait dans les tâches les plus simples, comme chasser les insectes ou la réconforter lorsqu'elle se mettait à pleurer. Avec le temps, Narika s'attacha profondément à lui. Elle alla même jusqu'à lui dire qu'il était plus fort qu'elle. Après tout, il ne pleurait pas lorsqu'il voyait des insectes, et il supportait sans broncher les réprimandes des adultes, contrairement à elle. Narika lui avoua qu'elle voulait devenir un membre fort de la famille Miyakejima. Pourtant, en réalité, elle était très peureuse. Même à 10 ans, elle était incapable de sortir seule. Depuis toujours, on lui avait appris que le monde extérieur était dangereux. C'est pourquoi elle avait peur de quitter la propriété. Malgré cela, Narika lui confia qu'elle avait récemment aperçu une fille de son âge marcher toute seule à l'extérieur. Elle pensait qu'elle est manifestement surprise par cette proposition. Pourtant, Narika saisit immédiatement la main d'Itsuki, impatiente de découvrir de ses propres yeux à quoi ressemble le monde extérieur. Comme elle avait passé toute sa vie enfermée chez elle, sa première sortie avec Itsuki l'émerveille. Les choses les plus simples lui paraissent extraordinaires, et pour la première fois de sa vie, elle se sent véritablement libre. Itsuki est simplement heureux de la voir s'amuser autant. Il lui montre alors d'autres endroits qu'il pense qu'elle appréciera, et lui fait même goûter quelques friandises dans une confiserie. À partir de ce jour-là, tous les deux quittent discrètement le domaine pour de courtes escapades, qu'ils apprécient énormément. Cependant, leur petit jeu finit rapidement par être découvert. Le père de Narika confronte alors durement Itsuki, l'accusant d'avoir mis sa fille en danger, sans même lui laisser l'occasion de se défendre. Il chasse Itsuki et sa mère du domaine et les renvoie à la rue. Le jour de leur séparation, Narika, en larmes, lui promet qu'elle deviendra forte. Ce fut la dernière fois qu'Itsuki la vit, jusqu'à aujourd'hui. Maintenant qu'ils se sont retrouvés à l'académie, Narika ne veut plus le laisser partir. Elle est toujours incapable de retenir ses larmes. Itsuki essaie de la calmer. Lorsqu'elle finit enfin par se reprendre, elle lui avoue qu'elle a été tellement bouleversée par leur retrouvaille que ses jambes se sont engourdies et qu'elle est incapable de marcher. N'ayant pas d'autre choix, Itsuki l'emmène à l'infirmerie. On lui explique qu'un peu de repos suffira pour qu'elle se sente mieux. Alors qu'il s'apprête à partir, Narika le retient et lui demande, les larmes aux yeux, de ne pas la laisser seule. Itsuki décide donc de rester un peu plus longtemps. Il s'excuse ensuite pour ce qui s'était passé lorsqu'ils étaient enfants, reconnaissant qu'il n'aurait pas dû l'emmener dehors sans autorisation. Narika lui répond aussitôt qu'il n'a absolument rien à regretter. Au contraire, elle lui est profondément reconnaissante. Après tout, s'il ne l'avait pas emmenée dehors ce jour-là, elle serait probablement encore une grande peureuse.
Itsuki lui demande alors si elle ne l'est plus aujourd'hui. Narika avoue timidement qu'elle a encore beaucoup de progrès à faire, car elle est toujours incapable de se faire des amis. Itsuki reconnaît qu'il semble effectivement que les autres aient une mauvaise image d'elle. Il lui demande donc comment une telle réputation a pu naître. Narika explique que la famille Miyakejima valorise l'esprit du guerrier. Depuis son plus jeune âge, elle a donc appris de nombreux arts martiaux. Cependant, à cause de cette tradition familiale, les gens pensent que les Miyakejima sont une famille de va-t-en-guerre. Narika avoue que cela la met très mal à l'aise. Malgré tout, elle se sent suffisamment en confiance pour lui en parler. Elle lui confesse qu'elle devient extrêmement nerveuse lorsqu'elle est en présence d'autres personnes. Son visage se fige involontairement, ce qui effraie souvent ceux qui l'entourent. Avant même qu'elle ne s'en rende compte, les autres élèves avaient commencé à la surnommer « délinquante » ou à prétendre qu'elle appartenait au Yakuza. Aujourd'hui encore, elle ne sait pas comment changer cette image. C'est pourquoi elle supplie Itsuki de l'aider. Mais avant qu'il ne puisse lui répondre, son téléphone sonne. Il est obligé de sortir de l'infirmerie pour répondre à l'appel. Dès qu'il décroche, Shizune lui demande où il se trouve. Itsuki lui explique qu'une élève s'est sentie mal et qu'il l'a accompagnée jusqu'à l'infirmerie. Shizune reconnaît qu'elle se demandait pourquoi sa position ne correspondait pas à celle de Hinako. Elle lui demande alors de retourner immédiatement en classe. Après tout, bien qu'il accepte d'aider les autres, il ne doit pas oublier ses devoirs de protecteur. Itsuki l'accepte et décide de rentrer, mais Narika lui demande ce qu'il fait dans cette école. Il lui répond simplement que c'est une longue histoire et s'excuse, disant qu'il doit partir. Alors qu'il s'apprête à sortir, Narika l'arrête brusquement pour lui demander s'il ne va pas disparaître à nouveau. Cette question le surprend, lui rappelant le jour où il l'a quittée. Il décide alors de la rassurer avec un sourire, lui promettant qu'elle le reverra. Une fois que Narika en est absolument certaine, elle lui demande timidement de lui caresser la tête dans ce cas, puisqu'il le faisait tout le temps à l'époque. Itsuki hésite d'abord, mais il finit par céder pour la réconforter, et Narika admet que c'est vraiment rassure. Il s'excuse encore une fois de sa disparition, mais elle lui dit que ce n'est rien, puisqu'ils se sont retrouvés. Soudain, Hinako entre, avec un sourire radieux, et leur demande gentiment ce qu'ils font. Cela les effraie plus qu'ils n'auraient dû. Mais Hinako garde son calme et sa gentillesse habituelle, expliquant qu'elle ne se sentait pas très bien et qu'elle a donc quitté le cours. Elle leur demande à nouveau ce qu'ils font là, alors Itsuki explique nerveusement qu'il a trouvé Narika évanouie dans le couloir et qu'il l'a ramenée. Hinako lui demande si elle a subi une blessure à la tête, par hasard, puisqu'il semblait lui caresser la tête. Itsuki confirme aussitôt qu'elle a vu cela, comme il le craignait. Mais Narika tente nerveusement d'expliquer qu'elle et Itsuki se connaissent depuis longtemps. Cela ne fait qu'empirer les choses, mais Narika poursuit et lui explique qu'Itsuki a vécu chez elle quand ils avaient 10 ans et qu'il était son tuteur. Elle explique qu'elle lui doit beaucoup pour tout ça et qu'elle était donc simplement heureuse de le revoir. Hinako garde une expression soigneusement neutre en écoutant chaque mot, mais Narika ne remarque pas sa réaction et demande à Itsuki s'il pourrait passer chez elle un de ces jours. Elle lui dit qu'ils pourraient simplement passer du temps ensemble s'il le souhaite, mais que s'il le veut, ils pourraient aussi renouer leur ancienne relation. Itsuki est surpris par cette proposition, mais juste au moment où il s'apprête à expliquer la situation, Hinako l'interrompt et explique gentiment à Narika que ce qu'elle demande est impossible. Elle l'informe alors qu'Itsuki travaille actuellement pour sa famille, ce à quoi Narika ne s'attendait pas. Itsuki est lui aussi un peu surpris, car ils sont censés garder le secret, et il ne comprend donc pas pourquoi elle fait cela. Voyant la confusion de Narika, il n'a d'autre choix que d'expliquer en quoi consiste son travail, en disant qu'il s'agit principalement de s'occuper d'Hinako. Narika n'apprécie pas du tout cette information. Elle pointe Hinako du doigt et s'exclame « Ce n'est pas juste, car c'est elle qui a eu Itsuki en premier !» Hinako garde un visage impassible et lui explique calmement qu'elle ne peut pas parler au passé, mais que sa famille est l'employeur actuel d'Itsuki, une situation qu'elle ne peut pas changer. Une fois cela compris, elle annonce à Itsuki que la santé de Narika semble s'être rétablie et qu'il serait donc comme si rien ne s'était passé. Hinako déclare qu'elle s'est, elle aussi, complètement rétablie et décide de repartir avec Itsuki, qui éprouve malgré tout un peu de compassion pour Narika.
Maintenant qu'ils sont seuls, Itsuki lui demande s'il peut en conclure qu'elle n'était pas réellement malade et qu'elle était simplement venue le chercher. Hinako le confirme. Elle explique qu'elle avait peur de se perdre toute seule. Elle a donc prétendu être malade afin que quelqu'un l'accompagne jusqu'à mi-chemin. En entendant cela, Itsuki s'excuse de l'avoir inquiétée. Il lui demande ensuite pourquoi elle a révélé toute cette histoire à Narika, alors que leur relation était censée rester secrète. Hinako répond simplement qu'elle devait lui faire comprendre la situation une bonne fois pour toutes. Pendant un instant, Itsuki se demande si elle n'était pas jalouse. Mais en repensant à toutes leurs interactions jusqu'à présent, il rejette aussitôt cette idée. Hinako s'arrête soudain de marcher et lui pose une question. Elle lui demande de qui il est le gardien. Sans la moindre hésitation, Itsuki répond qu'il est actuellement son gardien à elle. Cette réponse semble beaucoup la satisfaire. Elle affiche un sourire avant de lui proposer d'aller se faire réprimander ensemble par Shizune. Cette perspective effraie quelque peu Itsuki. Cependant, lorsqu'il retrouve Shizune dans la voiture, celle-ci précise que, d'après ce qu'elle a entendu, Hinako est tout aussi responsable que lui. Elle reconnaît également que, même s'il savait qu'Itsuki et Narika étaient des liés, il n'avait pas découvert qu'ils s'étaient déjà rencontrés auparavant. Elle admet qu'il s'agit d'une erreur dans leur recherche. Shizune lui explique qu'elle trouvera une explication à donner à Narika. Elle espère donc qu'il pourra lui parler et lui demander de garder cette affaire secrète. Itsuki accepte sans difficulté. Shizune fait alors remarquer que, depuis un moment déjà, Hinako est accrochée à lui comme un koala. Elle aimerait savoir ce qui explique un tel comportement. Itsuki aimerait bien le savoir lui aussi. Cependant, il est persuadé que Hinako n'a aucune intention de l'expliquer. À la place, Hinako lui demande simplement de lui caresser la tête. Même si cette demande le surprend au début, Itsuki accepte de le faire. Le lendemain, à l'école, Karen et Kazuya viennent voir Itsuki pour lui demander s'il aimerait célébrer son arrivée par une petite fête après les cours. Sachant qu'il devrait être libre ce jour-là, il accepte leur invitation. Il lui précise alors qu'il peut inviter qui il souhaite. À sa grande surprise, Hinako annonce immédiatement qu'elle viendra elle aussi. Elle appelle même Shizune afin d'obtenir son autorisation, en lui expliquant qu'elle souhaite participer à une petite réunion autour du thé avec Itsuki. Shizune lui accorde facilement la permission. Elle estime que cela ne pose aucun problème tant qu'Itsuki est présent. Elle lui demande toutefois si elle est vraiment certaine de vouloir y aller, étant donné qu'il est presque temps. Elle ne donne aucune autre explication. Hinako la rassure simplement en affirmant que tout ira bien. Itsuki lui rappelle qu'il ne s'agit que d'une sortie entre camarades et qu'elle n'est absolument pas obligée de l'accompagner. Avant même qu'il ait terminé sa phrase, Hinako agrippe fermement ses vêtements. Elle lui déclare que, s'il y va, alors elle ira aussi. Cette réaction le surprend un peu. Itsuki en conclut simplement qu'elle souhaite se faire des amis et ne cherche pas à en savoir davantage. Il décide ensuite d'aller voir Narika. Cette dernière est toujours fâchée à cause de ce qui s'est passé. Elle va même jusqu'à le traiter de traître, car elle espérait pouvoir revivre avec lui comme autrefois. Elle regrette immédiatement ses propres paroles et lui demande de les oublier. Mais Itsuki essaie de la calmer et lui explique que, pour faire simple, il a été accueilli par cette famille. Son père dirige une entreprise affiliée au groupe Konohana, et la famille Konohana a décidé de le prendre chez elle en tant que sorte d'apprenti vivant sous leur toit. Narita en déduit que cela signifie qu'il habite chez eux et qu'il y apprend les usages de la haute société. Itsuki confirme son hypothèse et explique qu'il espérait garder cela secret. Heureusement, elle accepte facilement, comprenant que ce genre d'arrangement reste assez fragile. Itsuki la remercie de sa compréhension et, une fois le sujet clos, décide de l'inviter au goûter organisé après les cours. Cette invitation la touche étonnamment jusqu'aux larmes. Elle lui avoue qu'elle a toujours rêvé de participer à un goûter, mais que personne ne l'y avait jamais invitée auparavant. Narita lui demande cependant si cela ne risque pas de poser problème, craignant que sa présence ne gâche l'ambiance pour tout le monde. Itsuki hésite un instant, mais fait de son mieux pour la rassurer en lui disant que tout ira bien. Après avoir discuté avec elle, il se dépêche de retourner dans sa salle de classe et tombe soudainement sur Mireille,
qui lui dit avoir entendu dire qu'il connaissait Hinako Konohana. Elle sait donc qu'il fait partie de la faction Konohana. Itsuki ne comprend pas vraiment ce qu'elle veut dire par là, mais comme elle semble sur la défensive, il lui demande si elle n'apprécie pas Hinako. À sa grande surprise, Mireille précise avec nervosité que rien n'est plus éloigné de la vérité, car elle reconnaît pleinement les compétences de Hinako Konohana et estime que sa beauté, ainsi que ses résultats scolaires, sont à la hauteur des siens. Itsuki pense simplement que c'est une façon détournée de se vanter, mais il se garde bien de le dire. Mireille s'exclame ensuite que l'attention dont Hinako bénéficie est tout simplement excessive. Elle se demande si cela vient de son caractère sociable, car elle a l'impression qu'elle ne cesse jamais de sourire. Itsuki remarque simplement qu'elle semble avoir une véritable obsession pour Hinako. Il décide donc de l'inviter, elle aussi, au goûter. Après les cours, Karen et Kazuya sont stupéfaits de voir Mireille, Hinako et Narika assises à la même table. Ils demandent alors à Itsuki où il les a rencontrées et comment il a réussi à faire la connaissance d'autant de filles aussi extraordinaires en seulement 3 jours. Itsuki ne sait pas vraiment comment l'expliquer. Il leur répond simplement que les choses se sont faites naturellement. Mireille prend l'initiative de commencer les présentations officielles, en déclarant qu'elle est la fille du président du groupe Tanoji. Kazuya se présente également, expliquant que sa famille dirige une entreprise de transport maritime. Karen ajoute que sa famille possède une chaîne de magasins de détail, principalement spécialisée dans les produits électroniques. Hinako se présente ensuite à son tour. Lorsque vient le tour de Narita, elle bafouille sa présentation sous l'effet de la nervosité. Itsuki enchaîne juste après et leur dit que sa famille dirige une entreprise informatique, concluant ainsi les présentations. Mireille précise qu'il n'y a aucune raison de se laisser intimider par le statut de sa famille et qu'ils peuvent donc lui parler avec la même franchise qu'à n'importe qui d'autre. Itsuki profite alors de l'occasion pour dire à Narika qu'elle non plus n'a pas besoin d'être nerveuse. Elle essaie alors de se calmer. Cependant, Karen et Kazuya sont un peu surpris qu'il l'ait appelée par son prénom. Narika explique alors rapidement qu'elle l'a rencontrée quand ils avaient 10 ans, raison pour laquelle il l'a invitée à la goûter. Son sourire nerveux les inquiète un peu. Alors Itsuki intervient et leur fait comprendre qu'ils se font une fausse idée d'elle. Il les rassure en leur disant qu'il n'y a pas lieu d'avoir peur de Narika et explique qu'elle a passé la plupart de son enfance dans la maison familiale, ce qui explique ses difficultés à converser. Itsuki les informe que les rumeurs à son sujet sont totalement fausses et Narika est soulagée qu'il ait enfin éclairci les choses. Mireille mentionne que l'entreprise familiale Miyakejima est spécialisée dans les articles de sport et qu'il ne faudrait pas beaucoup d'enquêtes pour se rendre compte que les rumeurs ne sont pas vraies. Cette information rassure tout le monde et Karen interroge Narika sur elle, voulant savoir comment elle occupe généralement son temps. Narika lui confie qu'elle s'entraîne beaucoup puisqu'ils ont un dojo chez elle et qu'elle y passe la plupart de son temps. Kazuya demande alors à Hinako si elle passe le plus clair de son temps à étudier, mais elle le nie et explique que, aussi important que soient les études, elle prend toujours soin de faire des pauses, en s'offrant des desserts et autres gourmandises. Quand Karen lui demande quel est son encas préféré, Hinako sourit et répond que ce sont probablement des scones, même si Itsuki sait très bien que son encas préféré est en réalité des chips. Il prend une gorgée de son thé pour éviter de dire quoi que ce soit, mais Mireille le réprimande aussitôt et lui explique que lorsqu'on boit du thé noir, les bonnes manières exigent de porter la tasse à ses lèvres. Itsuki comprend facilement ce qu'elle veut dire et se redresse immédiatement, la remerciant pour sa correction. Il explique qu'il est allé dans une école normale, donc qu'il a encore beaucoup à apprendre en matière de bonnes manières. Kazuya lui explique que les écoles normales ont des pratiques culturelles intéressantes, comme emprunter des objets qu'on ne rend pas, partager le coût d'un repas, déjeuner en cachette en classe, et autres. Itsuki précise que ce n'est pas vraiment de la culture, et décide de mentionner une coutume amusante qu'il connaît, la règle des 3 secondes. Pour faire une démonstration, il prend un biscuit et le laisse tomber sur la table, juste pour le ramasser et le manger. Il explique ensuite que la règle dit qu'il est encore bon à manger si on le ramasse dans les 3 secondes, même s'il sait que ce n'est pas la chose la plus intelligente à faire. Kazuya est impressionné par cette coutume et, étonnamment, Hinako décide de l'essayer, en faisant comme lui. Mireille admet que c'est amusant, mais elle trouve aussi ça assez vulgaire,
et Itsuki acquiesce simplement. Il était un peu inquiet, mais il est content que tout le monde s'amuse. Après le goûter, Mireille confie à Hinako que c'était leur premier goûter en privé. À sa grande surprise, Hinako n'a pas été déçue. Elle accepte gentiment et l'invite à en organiser un autre, à sa grande surprise. Mireille dit ensuite à Itsuki qu'il a nettement amélioré sa posture, ce qui le rend beaucoup plus séduisant. Une fois partie, Narika explique que sa famille est coincée dans les embouteillages et qu'elle va les rejoindre là-bas, puisqu'ils habitent en tout près. Itsuki décide de l'accompagner au moins jusque-là. Une fois seule, Narika peut enfin se détendre et lui dit combien elle apprécie son aide lors du goûter. Après tout, sans lui, elle aurait certainement été seule jusqu'à la fin de ses études. Itsuki précise qu'il lui a juste donné un coup de pouce, mais Narika insiste, affirmant que ce jour va changer le cours de sa vie et qu'il est vraiment son héros. Malgré la joie que cela lui procure, elle est aussi très frustrée et s'exclame que Hinako est injuste de le lui prendre. Elle l'a enfin retrouvé, alors elle ne comprend pas pourquoi il doit rester chez elle. Narika lui demande combien de temps durera son apprentissage, mais Itsuki n'en est pas sûre. Alors elle lui demande simplement s'il viendra chez elle une fois que ce sera terminé. Itsuki ne lui donne pas de réponse claire, disant qu'il le fera peut-être s'il le peut. Alors Narika se plaint. Elle admet qu'elle est fatiguée, mais elle lui assure que tout va bien. Elle précise que ne pas être avec lui aurait été bien pire. Alors elle ne se sent pas si mal. Itsuki lui rappelle malgré tout que, si c'est plus facile pour elle d'être seule, elle n'a pas besoin de se forcer à l'accompagner. Hinako lui explique que le fait d'être avec lui a fait comprendre une chose. Ce n'est pas parce qu'une solution est plus facile qu'elle est forcément meilleure. À cet instant, une partie de sa glace fond et tombe par terre. Elle s'empresse de la ramasser en invoquant la règle des 3 secondes. Itsuki l'arrête immédiatement, bien sûr. Ils éclatent tous les deux de rire, avant de rentrer dans la maison. Quelque temps plus tard, Itsuki doit se préparer pour un événement important. Il a cependant du mal à s'habituer à porter un costume aussi élégant. Shizune l'informe que le costume qu'il porte provient de l'une des plus prestigieuses marques italiennes et qu'il coûte 700 000 yens. Il doit donc en prendre le plus grand soin. Cette information le terrifie quelque peu. Il promet alors de faire très attention en le portant. Hinako doit assister à un déjeuner d'affaires organisé par Kagan. Itsuki a été invité à les accompagner dans le cadre de sa formation, car Shizune souhaite qu'il découvre l'atmosphère de la haute société. Elle lui rappelle qu'ils déjeuneront aujourd'hui avec le président et un membre du conseil d'administration de Chikamoto Shipwrights, ainsi qu'avec 2 administrateurs de leur partenaire commercial, Sea Japan United. Lorsque Hinako avait 7 ans, elle avait échangé quelques mots avec le président lors d'une réception mondaine. Elle devra donc se montrer irréprochable. Hinako trouve simplement tout cela ennuyeux. Shizune insiste néanmoins et lui demande de faire de son mieux. À leur arrivée, Itsuki est quelque peu surpris en découvrant la petite résidence de vacances, qui est en réalité immense. Shizune lui explique que Hinako entrera par la porte principale, tandis que le déjeuner se déroulera sur la terrasse. Ils les y attendront. Avant de partir, Hinako dit à Itsuki qu'elle doit aller parler à des inconnus. Il lui demande de ne pas présenter les choses comme si elle allait commettre un crime. Itsuki s'attend à ce qu'elle sorte une autre remarque farfelue. À sa grande surprise, Hinako lui répond simplement qu'elle fera de son mieux. En souriant, il lui caresse la tête. Il lui dit qu'il ne sera pas à ses côtés, mais qu'il continuera à veiller sur elle. Une fois rentrés à la maison, ils pourront enfin se détendre ensemble. Hinako lui adresse un sourire avant de partir, en ajoutant qu'elle a envie de manger encore plus de glace. À peine est-elle partie, qu'Itsuki comprend la gaffe qu'elle vient de faire lorsque Shizune lui demande ce que Hinako voulait dire par cette remarque. Pendant ce temps, Hinako et son père accueillent le président du conseil à leur résidence. L'homme salue chaleureusement Kagan et explique que c'était son idée de profiter d'un repas en plein air, dans le calme de la campagne. En apercevant Hinako, il remarque que cela fait longtemps qu'ils ne se sont pas vus. Il est persuadé qu'ils se sont déjà rencontrés. Hinako le confirme et lui rappelle que c'était lorsqu'elle avait 7 ans. Son père l'avait emmenée à une fête d'observation des fleurs, où ils avaient fait connaissance. Le président est ravi qu'elle s'en souvienne. Il lui confie qu'elle est devenue une jeune femme remarquable. L'un des administrateurs ajoute qu'un ami de son enfant fréquente également Kyugakuin. D'après lui, Hinako y est considérée comme la jeune fille parfaite.
Hinako répond avec un sourire qu'elle est honorée par ce compliment. Kagan les invite alors à prendre place à table. Une fois installés sur la terrasse, Shizune demande à Itsuki comment il interprète ce qu'il observe pendant ce déjeuner. Après les avoir observés attentivement, Itsuki remarque que leurs bonnes manières semblent totalement naturelles. Shizune explique que c'est précisément la marque d'une véritable étiquette. Leurs gestes ne paraissent jamais forcés, tout en conservant une élégance naturelle qui souligne le respect qu'ils témoignent à leurs invités. En respectant ce contrat tacite, ils bâtissent une relation de confiance. L'étiquette est aujourd'hui considérée comme moins importante qu'autrefois, mais il existe encore des situations où elle demeure essentielle, en particulier pour les dirigeants d'organisations, qui doivent en faire preuve de la plus grande prudence lorsqu'ils expriment leurs pensées. Les bonnes manières leur permettent de gagner la confiance des autres par leurs actes plutôt que par leurs paroles. C'est pourquoi enfreindre les règles de l'étiquette est considéré comme un faux pas impardonnable. En seulement quelques minutes de déjeuner, le président du conseil constate que Hinako est réellement à la hauteur de sa réputation, tant elle est posée et réservée. Il fait remarquer qu'une jeune femme comme elle doit certainement avoir l'embarras du choix parmi ses prétendants. Kagan lui répond cependant qu'ils n'ont malheureusement encore reçu aucune proposition. Le président en est quelque peu surpris. Il lui explique alors qu'il connaît justement quelqu'un qui serait très intéressé. Kagan sourit en comprenant qu'il se rapproche de son objectif. Il garde donc son calme et lui demande de lui en dire davantage. Tandis que le président lui présente cette personne, Itsuki se demande de quoi il parle, car Hinako semble soudain complètement ailleurs. La famille dont parle le président travaille dans le commerce international et fréquente les cercles de la haute société. À ses yeux, une épouse maîtrisant parfaitement les règles de l'étiquette est donc indispensable. Kagan estime que cette proposition est loin d'être mauvaise. Il lui répond qu'il examinera cette possibilité avec le plus grand sérieux. Le président rit en disant qu'il ne devrait peut-être pas se faire trop d'illusions. Kagan précise au contraire que cette perspective l'intéresse réellement. Il lui assure qu'il étudiera cette proposition avec la plus grande attention. L'un des majordomes apporte des pâtisseries pour le dessert. Le président est ravi de constater qu'on lui a servi l'une de ses préférées. Il demande alors à Kagan s'il peut transmettre cet intérêt matrimonial à la personne concernée. Bien entendu, Kagan accepte avec plaisir. Il affirme que les qualités de sa fille sont absolument irréprochables. À peine a-t-il prononcé ces mots que Hinako ramasse machinalement un morceau de son dessert qu'elle vient de faire tomber sur la table. Sans réfléchir, elle le met dans sa bouche, en déclarant que c'est la règle des 3 secondes. Toutes les personnes présentes à table restent figées. Hinako réalise aussitôt ce qu'elle vient de faire. Mais il est désormais impossible d'effacer cette erreur. Le président la regarde avec déception. Il déclare qu'il a peut-être finalement été mal renseigné. Shizune ne peut pas entendre leur conversation. En revanche, elle comprend immédiatement que la situation est très grave. Elle ignore même comment tout cela va se terminer. Connaissant la personnalité de Kagan, elle sait que c'est pratiquement une catastrophe. Lorsque le président s'apprête finalement à partir, Kagan le remercie d'être venu. Le président lui répond qu'il a passé un agréable moment. Il ajoute qu'il est parfois important de s'éloigner de l'agitation de la ville. Cependant, juste avant de partir, il lui demande de bien vouloir oublier cette discussion concernant un éventuel mariage. Après tout, sa réputation est liée aux recommandations qu'il fait. Kagan n'a d'autre choix que d'accepter. Une fois le président parti, il demande à Shizune qui a bien pu enseigner à Hinako un comportement aussi déplorable. Shizune hésite un instant, mais avant qu'elle ne puisse répondre, Itsuki décide de dire toute la vérité. Il s'excuse et reconnaît que c'est lui qui lui a appris cela. Kagan déclare alors qu'il s'est toujours demandé si la présence d'un accompagnateur était réellement nécessaire. À présent, il est convaincu qu'il n'aurait jamais dû lui permettre de se comporter aussi librement. Autoriser l'existence d'une personnalité cachée derrière son masque ne peut conduire qu'à des situations comme celle-ci. Fort de cette conclusion, Kagan ordonne à Shizune d'apprendre à Hinako à conserver cette façade, même lorsqu'elle est en privé. Shizune lui répond qu'une telle exigence provoquerait son effondrement immédiat. Mais Kagan lui ordonne simplement de régler le problème.
Selon lui, c'est justement parce qu'on a toléré ces effondrements qu'ils en sont arrivés là. Après tout, elle n'est pas réellement malade. Il veut donc qu'elle fasse tout ce qui est nécessaire pour surmonter ce problème. Être née au sein de la famille Konohana l'oblige à protéger l'honneur de son nom. À cette seule idée, Itsuki est terrifié, car cela signifierait que la véritable Hinako, celle qui enlève son masque, disparaîtrait. Il tente de protester et présente de nouveau ses excuses pour avoir gâché sa journée. Il tente de protester et présente une nouvelle fois ses excuses, affirmant qu'il doit forcément exister une meilleure solution. Cependant, Kagan lui répond que ce n'est pas de sa faute. Selon lui, Hinako n'a jamais réussi à garder un seul accompagnateur pendant longtemps. Il pensait d'ailleurs qu'Itsuki finirait lui aussi par abandonner. Il s'attendait donc à ce que son influence sur Hinako reste insignifiante. La faute ne revient pas à Itsuki, mais à lui-même pour avoir permis que cela arrive. Elle incombe également à Hinako, qui se laisse trop facilement influencer. Sans ajouter un mot, Kagan ordonne à Shizune de remettre son salaire à Itsuki dès leur retour. Hinako n'a désormais plus besoin d'un accompagnateur. Son emploi au sein de la famille est officiellement terminé. Avant même d'avoir le temps de comprendre ce qui lui arrive, Itsuki est expulsé du manoir avec pour seul bagage ses affaires et son salaire. Il réalise qu'il est de nouveau sans emploi. Kagan lui précise qu'il a ajouté une somme supérieure à celle qui avait été convenue. Ainsi, s'il n'a nulle part où aller, il pourra au moins se payer un toit pendant quelque temps. Les formalités nécessaires à son retrait de l'école ont également été effectuées. Il ne pourra donc plus y retourner non plus. Itsuki reste debout devant le manoir, essayant encore d'assimiler ce qui vient de se produire. Il tente d'accepter que la vie qu'il menait dans cet endroit se soit achevée en un seul instant. Sous le coup de la frustration, il s'apprête à jeter l'argent. Mais il s'arrête en réalisant que c'est tout ce qu'il lui reste. N'ayant pas d'autre choix, il ramasse ses affaires et s'en va. Depuis le début, tout cela lui avait semblé n'être qu'un rêve. Il aurait pourtant préféré que ce n'en soit réellement qu'un, car cela aurait signifié que Hinako ne souffrait pas. De retour au manoir, Hinako demande où est passé Itsuki. Shizune lui annonce qu'il a déjà quitté la propriété. Hinako remarque qu'Itsuki est tout de même resté 1 mois comme accompagnateur. Pour elle, c'est déjà une très longue durée. Shizune l'écoute tout en dissimulant son inquiétude. Hinako lui demande alors s'il ne pourrait pas engager Itsuki comme domestique, puisqu'il ne peut plus être son accompagnateur. Elle explique avoir entendu dire qu'il manquait l'âme de jardinier. Elle propose même de l'embaucher comme cuisinier ou comme membre du personnel de nettoyage. Selon elle, il y a énormément de tâches à accomplir dans cette immense demeure. Shizune décide toutefois de lui répondre franchement. Elle lui annonce que Kagan ne souhaite plus garder Itsuki à son service. Hinako ne parvient pas à cacher à quel point cette nouvelle la bouleverse. Elle affirme qu'elle veut voir Itsuki. Shizune lui conseille de ne rien faire, qui risquerait de mettre davantage Kagan en colère. Hinako lui demande alors de quel côté elle se trouve. Sans la moindre hésitation, Shizune lui rappelle que Kagan est son employeur. Malgré cela, Hinako décide qu'elle ira retrouver Itsuki par ses propres moyens. Shizune lui répond simplement qu'elle ne le fera pas. Puis elle retourne à son travail en précisant que, par mesure de précaution, quelqu'un sera posté devant la porte de sa chambre. Dès que Shizune quitte la pièce, Hinako attrape les rideaux de sa chambre. Elle déclare avec détermination qu'elle est une femme qui obtient toujours ce qu'elle veut. Pendant ce temps, Narika croise Itsuki par hasard au cours d'une promenade. En voyant son expression profondément attristée, elle décide de l'écouter. Après lui avoir raconté toute l'histoire, Itsuki explique qu'on ne l'a même pas autorisée à revoir Hinako avant son départ. Au vu de la situation, il est convaincu qu'elle sera désormais encore plus surveillée qu'auparavant. Narika reconnaît que la famille Konohana semble extrêmement stricte. Selon elle, aller aussi loin pour une seule erreur est vraiment excessif. Itsuki lui répond que tout est de sa faute. S'il ne lui avait jamais appris cette absurdité de la règle des 3 secondes, rien de tout cela ne serait arrivé. Il se reproche absolument tout. Il affirme qu'un simple garçon du peuple comme lui, qui ne connaît rien aux règles de l'étiquette, n'aurait jamais dû côtoyer une personne comme Hinako. Narika l'interrompt soudainement. Elle lui assure avec conviction que c'est totalement faux. Elle lui rappelle que, si elle est devenue la personne qu'elle est aujourd'hui,
c'est parce qu'il est entré dans sa vie. Sans lui, elle n'aurait jamais vécu toutes ces expériences. Elle n'aurait jamais non plus envisagé de conquérir sa liberté face à son père. Narika lui confie qu'elle lui est plus reconnaissante qu'elle ne pourra jamais l'exprimer avec des mots. Elle est persuadée que Hinako ressent exactement la même chose, car c'est lui qui lui a fait découvrir les joies du monde extérieur. Itsuki comprend alors que toutes ces choses qui lui semblaient banales et insignifiantes sont peut-être, au contraire, extrêmement précieuses pour Hinako et Narika. Maintenant qu'il en prend conscience, il remercie Narika. Puis, il décide de partir, en déclarant qu'il ira négocier directement avec la famille Konohana. Pendant qu'il court, il se remémore la promesse qu'il lui avait faite. Rester à ses côtés et toujours la soutenir. Si sa famille, ses camarades et tous les autres en sont incapables, alors c'est lui qui le fera, en tant qu'accompagnateur. Déterminé comme jamais, Itsuki agit sans réfléchir. Il neutralise les agents de sécurité postés à l'entrée du manoir. Il met en pratique tout ce qu'il a appris en arts martiaux. Il parvient à escalader les grilles et à s'infiltrer dans le domaine. Il utilise également tout ce que Shizune lui a enseigné pour échapper aux gardes et contourner tous ceux qui tentent de l'arrêter. Au fur et à mesure qu'il progresse dans le manoir, il réalise qu'il a parfaitement assimilé tout ce qu'on lui a appris. Il éprouve une profonde gratitude envers Shizune pour cela. Itsuki se dirige vers le bureau situé au dernier étage. Mais il s'immobilise soudain lorsqu'il aperçoit Hinako suspendue à la fenêtre de sa chambre. Elle est accrochée à une corde improvisée, fabriquée avec des rideaux noués entre eux. Sans réfléchir, Itsuki saute depuis le deuxième étage et se précipite vers elle. Il la rattrape de justesse au moment où elle tombe. Encore sous le choc, il lui demande ce qu'elle était en train de faire. Hinako lui répond simplement qu'elle voulait le revoir. À cet instant, plusieurs membres de la sécurité s'écrient que Hinako a été kidnappée une nouvelle fois. Sans même réfléchir, Itsuki se remet immédiatement à courir. À la tombée du soir, il parvient enfin à leur échapper. Hinako lui annonce alors qu'elle a une proposition. Elle explique qu'elle sera son otage. Ainsi, il n'aura qu'à convaincre son père de céder. Itsuki lui fait remarquer que cela ressemble davantage à du chantage. Mais Hinako s'en moque complètement. Elle lui répond que, dans ce cas, il n'a qu'à faire chanter son père. Malgré tout, Itsuki sait qu'une telle idée ne résoudrait pas le véritable problème. Il lui demande simplement de le laisser essayer de convaincre Kagan. Il est persuadé qu'il peut y parvenir. Alors qu'ils retournent ensemble vers le manoir, ils tombent sur Shizune. Ils réalisent aussitôt qu'ils sont complètement encerclés. Shizune dit à Itsuki qu'il possède effectivement un talent naturel pour les arts martiaux. Elle reconnaît également qu'il a accompli des progrès remarquables en très peu de temps. Elle précise toutefois qu'elle ne peut pas les laisser partir. Hinako insiste alors. Elle supplie Shizune de la laisser rester auprès d'Itsuki. Elle promet qu'elle continuera à jouer son rôle en permanence. Elle jure qu'elle ne retirera plus jamais son masque. Après tout, c'est exactement ce que souhaite son père, qu'elle conserve une façade parfaite en toutes circonstances. Shizune est surprise de constater qu'Hinako est prête à aller aussi loin. Mais Itsuki lui répond qu'elle ne doit pas faire une telle chose. Il ne veut pas qu'elle se force à ce point. C'est précisément pour cette raison qu'il souhaite rester auprès d'elle. Il veut être la personne auprès de laquelle elle pourra enfin être elle-même. Itsuki lui demande de ne pas sacrifier volontairement ce qu'il cherche justement à protéger. En réponse, Hinako pose doucement ses mains sur son visage. Elle accepte sa demande en lui disant qu'elle lui fait confiance. Shizune interrompt alors ce moment. Elle informe Itsuki que les choses ne se termineront pas comme il l'imagine. À cet instant, Keigen l'appelle. Elle décide donc de s'éloigner et leur demande de rester là où ils sont. Itsuki lui demande alors de quel côté elle se trouve. Une fois encore, Shizune répond simplement que Keigen est son employeur. Cette fois, cependant, elle ajoute avec un sourire qu'elle est du côté de Hinako. Elle apporte ensuite à Keigen les réponses aux invitations envoyées pour la réception mondaine de la famille Konohana. Comme il séjournera quelque temps dans cette résidence, elle a fait transférer immédiatement le courrier de la résidence principale. Keigen lui répond qu'il a bien compris cela. En revanche, il lui demande de lui expliquer pourquoi ces 4 invités figurent parmi les réponses.
Shizune prend la première invitation et explique qu'il s'agit de Karen Asahi, l'héritière de Jace Holdings. Kagan l'interrompt avant qu'elle ne poursuive. Il précise que ce ne sont ni les familles Asahi et Taisho qui ont été invitées, mais leur précieux réseau de relations. Quant au chef de la famille Miyakejima, il le connaît à peine. Cependant, peu de temps auparavant, celui-ci lui avait fait savoir par courtoisie qu'il participerait à la réception si sa fille y assistait. Kagan admet toutefois que ce qui le surprend le plus est la présence annoncée de la fille de la famille Tanoji. La rivalité qui oppose leurs deux familles lui a toujours paru particulièrement délicate à gérer. Néanmoins, cette réception pourrait représenter une occasion précieuse d'établir une relation de confiance avec le groupe Tanoji. Kagan lui explique que ce qu'il souhaite surtout comprendre, c'est la raison pour laquelle ces 4 personnes ont accepté son invitation. Shizune lui révèle alors qu'il s'agit des amis de Hinako à l'école. Cette révélation le surprend encore davantage. Hinako n'avait jamais invité qui que ce soit auparavant. Et voilà qu'elle tisse soudain des liens avec des personnes aussi influentes. Shizune décide alors de lui faire une suggestion. Elle lui dit que, s'il considère cette évolution du comportement de Hinako comme une bonne chose, Shizune lui fait alors remarquer que renvoyer la personne qui est à l'origine de ce changement serait une très mauvaise décision. Il parle d'un constructeur naval avec lequel Kagan avait eu peu de relations malgré leur partenariat. Ils évoquent également 4 grandes entreprises qui pourraient devenir des partenaires précieux à l'avenir. Kagan comprend aussitôt quelles sont désormais ses véritables priorités. Il demande alors à Shizune de faire revenir Itsuki. Quelque temps plus tard, la réception mondaine de la famille Konohana a enfin lieu. Itsuki y retrouve Mirei, Karen, Kazuya et Narika. Tous sont vêtus avec une grande élégance, parfaitement habillés pour l'occasion. Narika, en revanche, est en pleine panique. Lorsqu'elle aperçoit Itsuki, elle lui demande aussitôt de l'aide. Elle lui avoue que tout cet univers de la haute société la met extrêmement mal à l'aise. Mirei lui assure qu'elle ne doit pas se laisser intimider. Elle l'invite même à l'accompagner pour aller faire connaissance avec les autres invités. Même si son intention est sincèrement bienveillante, cela terrorise encore davantage Narika. Et personne ne vient la tirer de cette situation. Karen et Kazuya décident d'aller prendre un verre. Avant qu'ils ne s'éloignent, Itsuki leur dit que leurs robes et leurs costumes leur vont tous admirablement bien. Un peu plus tard, il aperçoit Kagan et décide d'aller lui parler. Il le remercie sincèrement pour toutes les dispositions qu'il a prises en leur faveur. Kagan l'emmène discuter à l'extérieur. Il lui explique que Hinako est un véritable génie. Il ne parle pas seulement de ses excellents résultats scolaires. Même si sa personnalité présente certaines difficultés, elle possède un talent naturel exceptionnel pour les affaires. Malgré tout, elle reste l'héritière idéale de la famille Konohana. Kagan lui révèle qu'il souhaite qu'un futur gendre hérite officiellement de l'entreprise, afin de préserver les apparences. Cependant, la personne qu'il veut réellement voir diriger le groupe n'est autre que Hinako. Même si cette situation est éprouvante pour elle aujourd'hui, il est convaincu que son talent finira un jour par s'épanouir pleinement. Après son départ, Itsuki réalise qu'il est toujours incapable de comprendre la façon de penser de Kagan. Il sait également qu'il ne peut rien faire concernant l'avenir de la famille Konohana. Malgré cela, il veut continuer à être l'accompagnateur de Hinako. Il souhaite tenir la promesse qu'il lui avait faite ce jour-là. Peu après, Hinako le rejoint sur le balcon. Son père lui a indiqué qu'elle le trouverait là. Elle le remercie d'avoir accepté de rester son accompagnateur. Elle lui avoue également que ce qu'il lui a dit un peu plus tôt l'a rendue profondément heureuse. C'est pourquoi elle continuera à lui faire confiance. À cet instant, Itsuki réalise qu'il lui arrive parfois d'oublier quel est réellement son rôle. Il ne s'y attarde toutefois pas davantage et remarque aussitôt l'air fatigué de Hinako. Hinako lui confie qu'elle est épuisée après avoir passé autant de temps à discuter avec les invités. Elle lui demande alors de lui caresser doucement la tête. Itsuki accepte sans la moindre hésitation. Mais, pour une raison qu'elle ne comprend pas elle-même, Hinako rougit soudainement. Toute troublée, elle s'éloigne précipitamment de lui. En la voyant ainsi, Itsuki tente de s'approcher pour vérifier si tout va bien. Hinako panique encore davantage. Elle se retourne rapidement et lui assure que ce n'est rien.
Cette réaction surprend beaucoup Itsuki. Il ne l'avait encore jamais vue aussi embarrassée. Quant à Hinako, elle ne comprend pas elle-même ce qui lui arrive. La seule chose dont elle est certaine, pour la première fois, les sentiments qu'elle éprouvait envers Itsuki semblaient évoluer d'un simple sentiment de réconfort et de dépendance vers quelque chose de bien plus profond. Hinako fut de nouveau appelée pour se réveiller, mais elle se plaignit de ne pas vouloir aller à l'école. Pendant qu'elle se préparait, elle se sentit gênée lorsqu'Itsuki tenta d'essuyer la bave sur son visage et, agacé, le chassa de sa chambre d'un coup de pied. Plus tard, il apprit qu'à partir du lendemain, elle ne voulait plus qu'il vienne la réveiller. Bien que le personnel ne crût pas que Hinako était réellement en colère, il était évident que son comportement avait changé depuis la fête. À l'école, les résultats des examens de mi-session furent annoncés. Tominari chercha son nom parmi les 50 meilleurs élèves, mais ne le trouva pas. Hinako occupait une fois de plus la première place, tandis que Mairi restait deuxième, satisfaite d'avoir réduit l'écart entre leurs notes. Lorsqu'elle demanda quel était le classement de Tominari, elle découvrit qu'il n'était même pas entré dans le top 50. Même après avoir consacré beaucoup d'efforts à ses études, Tominari restait encore loin du niveau des meilleurs élèves. Après avoir remarqué cela, Mary le reprit. À ses yeux, abandonner avant même d'essayer n'avait aucun sens. Elle estimait que personne ne pouvait progresser en se fixant des objectifs trop modestes ou en acceptant simplement ses propres limites. Peu après, elle fit une proposition inattendue. Elle souhaitait passer du temps à étudier avec Tominari, après les cours, et lui proposa de devenir son professeur particulier. Son expérience à aider les autres lui avait déjà montré que l'enseignement était également un moyen efficace de renforcer ses propres connaissances. Tominari fut assez surpris par cette proposition, d'autant plus que Mary fut extrêmement directe quant à ses motivations. Selon elle, il n'y avait personne dans son entourage ayant des résultats scolaires plus faibles que les siens, ce qui faisait de lui une occasion intéressante pour mettre ses capacités d'enseignement à l'épreuve. Peu après, elle souligna quelque chose qu'elle remarquait depuis un certain temps. À son avis, Tominari portait un fort sentiment d'infériorité depuis son entrée à l'académie. Il admit qu'il ne se sentait pas ainsi au début, car il croyait vivre dans une réalité complètement différente de celle des autres élèves. Il ne commença à réaliser combien de qualités, de compétences et d'expériences lui manquaient encore qu'en se comparant à eux. Mary lui répondit qu'il possédait suffisamment de potentiel pour progresser, mais qu'il devait développer davantage de confiance en lui. Selon elle, son manque de confiance était évident dans ses expressions, ses paroles et même dans ses gestes les plus simples. Malgré cela, elle croyait sincèrement qu'il était capable de changer. La conversation finit par s'orienter vers un autre sujet. Puisque Tominari allait désormais recevoir de l'aide pour ses études, il voulait savoir s'il existait un moyen de lui rendre l'appareil. Si vous avez d'autres passages, envoyez-les et je les traduirai dans le même style. C'est à ce moment-là qu'une proposition inattendue fut faite. Au lieu de lui offrir quelque chose de matériel, Tominari manifesta son intérêt pour l'apprentissage des bonnes manières et de l'étiquette directement auprès de Mary. Elle apprécia l'idée. Après avoir discuté pendant un moment, ils trouvèrent un accord et décidèrent de passer une partie de leur temps ensemble après les cours. Itsuki voyait également des avantages à ce projet, estimant que l'apprentissage de ce genre de connaissances pourrait l'aider à mieux assumer son rôle de responsable d'Hinako. Ce soir-là, Hinako se détendait dans son bain, tout en mangeant de la glace. Elle admit qu'elle évitait Itsuki depuis quelques jours, mais refusa d'expliquer pourquoi, laissant tout le monde perplexe quant à ses sentiments. Puis les séances d'études avec Mary commencèrent. Elle se fixa pour objectif de dépasser Hinako et de prendre la première place au prochain examen, tandis que Tominari était censé intégrer le top 50 des élèves. Malgré le peu de temps dont il disposait, Mary pensait que cela était possible. Voyant à quel point elle était déterminée, Tominari lui demanda pourquoi elle voulait à ce point battre Hinako. Sa réponse fut simple et directe. Il n'existait aucune rivalité personnelle entre elles. Mary expliqua qu'elle estimait simplement qu'en tant que membre de la famille Mary, elle ne pouvait pas accepter d'être devancée par qui que ce soit. Cela n'avait rien à voir avec la fierté, la jalousie ou le ressentiment. C'était simplement une règle qu'elle s'était imposée depuis son plus jeune âge. À ses yeux, remplir son rôle de fille de la famille Mary signifiait constamment chercher à obtenir de meilleurs résultats, repousser ses propres limites
et contribuer autant que possible au prestige de sa famille. C'était cette mission qui donnait un sens à sa vie. Pour elle, servir les intérêts de sa famille n'était pas seulement une responsabilité, mais aussi sa plus grande source de bonheur et d'épanouissement personnel. Après avoir expliqué sa philosophie, Mary commença la leçon. Mais Itsuki demanda à apprendre les bonnes manières à table plutôt que les matières habituelles, car il expliqua qu'il s'agissait d'une affaire personnelle. La leçon fut donc transformée en un dîner dans un café où les bonnes manières à table devinrent le principal sujet d'apprentissage. Plus tard, Itsuki continua à étudier de son côté. Lorsqu'on lui demanda pourquoi, il expliqua que les séances avec Mary l'avaient motivé, car son dévouement et son sérieux étaient contagieux. Lorsqu'on lui suggéra de prendre un peu de repos, Hinako fit une demande inattendue. Elle voulait qu'Itsuki reste près d'elle et lui caresse la tête. Bien qu'il fût surpris, surtout après avoir constaté à quel point elle s'était comportée différemment lors de la fête, il accepta sa demande. Il ne fallut pas longtemps avant que la fatigue accumulée finisse par le rattraper. En observant la scène, ils remarquèrent qu'il était rare de voir Itsuki s'endormir de cette manière, lui qui était toujours aussi responsable et attentif envers les autres. Il s'autorisait rarement à laisser la fatigue prendre le dessus, avant d'avoir terminé ses tâches. À ce moment-là, Hanako révéla quelque chose qu'elle gardait pour elle depuis un certain temps. Même si elle était heureuse d'avoir de nouveau Itsuki à ses côtés, elle ne pouvait parfois s'empêcher de se sentir mal à l'aise lorsqu'elle se rappelait qu'il était là à cause de son travail. L'idée que leur proximité puisse n'exister que parce que cela faisait partie de son travail la mettait mal à l'aise. En entendant cela, Shizuku tenta immédiatement de la rassurer. Selon elle, Itsuki ne restait pas à ses côtés simplement parce qu'il était payé pour le faire. Il y avait quelque chose de plus profond dans leur relation, quelque chose qui ne pouvait pas être considéré comme une simple obligation professionnelle. Hanako n'était pas certaine que ce soit vraiment le cas, mais Shizuku n'insista pas pour lui expliquer. À la place, elle lui demanda simplement de faire preuve d'un peu de patience. Avec le temps, elle comprendrait la vérité par elle-même. Après cette conversation, Shizuku fut elle-même surprise. C'était la première fois qu'Hanako venait lui demander des conseils aussi personnels, en lui confiant des sentiments qu'elle gardait habituellement cachés, même à ceux qui lui étaient les plus proches. Une semaine entière s'était écoulée depuis le début des leçons particulières de Mayuri. Ce jour-là, cependant, le café où ils avaient l'habitude d'étudier était fermé. À cause de cela, les leçons furent déplacées dans la résidence de la famille Mayuri. Dès son arrivée, Itsuki fut impressionné par la taille de la propriété. Il finit également par rencontrer le père de Mayuri, Masetsugu Mayuri. Mayuri expliqua qu'elle avait invité Tominari chez elle pour étudier et que son père, Masetsugu Mayuri, souhaitait faire sa connaissance. Après les présentations, Masetsugu commença à poser des questions sur leur relation et plaisanta en suggérant qu'il pouvait y avoir plus qu'une simple amitié entre eux. Mayuri le nia immédiatement, affirmant qu'ils n'étaient que des camarades de classe. Convaincu, Masetsugu changea de sujet et décida de se joindre à eux pour le dîner, qui servirait également de leçons pratiques sur les bonnes manières à table. Pour Itsuki, partager une table avec un homme d'affaires aussi influent était intimidant. Pendant le repas, Masetsugu observa ses manières et estima qu'il était bien élevé. Bien que Mayuri trouvât son père trop indulgent, elle lui signala quelques détails qui devaient être corrigés, notamment la manière dont Itsuki mangeait sa soupe. Plus tard, la conversation se tourna vers des sujets plus personnels. Itsuki admit qu'il avait tendance à devenir nerveux dans les situations importantes et demanda comment il pouvait surmonter ce manque d'assurance. Masetsugu lui répondit que personne ne naissait complètement dépourvu de peur ou d'insécurité. D'après son expérience, la confiance en soi n'apparaissait pas naturellement. Elle se construisait au fil des années grâce aux réussites accumulées, aux erreurs commises et aux difficultés surmontées. Dans les moments de pression intense, ce qui soutient une personne, ce sont ses expériences passées et les résultats qu'elle a réussi à obtenir auparavant. Pour cette raison, l'échec ne devait pas être considéré comme quelque chose de négatif, mais comme une étape inévitable du processus de progression. Les paroles de l'homme d'affaires portaient le poids de quelqu'un qui avait passé des décennies à affronter des défis
et à prendre des décisions importantes. La conversation se poursuivit pendant un bon moment, jusqu'à ce qu'une forte pluie se mette soudainement à tomber dehors. La tempête devint si violente que personne ne jugea raisonnable de laisser un invité partir dans de telles conditions. La famille Mary proposa donc à Tominari de passer la nuit au manoir. Comme le lendemain était un jour férié, il n'y avait aucun problème à accepter leur proposition. Peu après, ils préparèrent une chambre pour leur invité et lui indiquèrent où il pouvait trouver des vêtements supplémentaires qu'il pourrait utiliser. Ils lui précisèrent également que la propriété disposait d'un immense bain privé accessible aux résidents et aux invités. Curieux de découvrir davantage le manoir, Itsuki décida de prendre un bain avant d'aller se coucher. Cependant, cette simple visite se transforma en une situation totalement inattendue. À peine arrivé, il trouva Hanami Mary, la mère de Mary, qui se tenait là avec le plus grand naturel, comme si rien d'inhabituel ne se passait. Sans manifester la moindre gêne, elle entama une conversation animée et en profita pour le remercier personnellement de prendre aussi bien soin de sa fille. Face à cette situation inattendue, Itsuki resta complètement sans voix. La confusion s'accrut lorsqu'ils réalisèrent que l'endroit était en réalité le bain des hommes. Même après l'avoir découvert, Hanami continua à agir comme si rien d'étrange ne se produisait. Son calme contrastait totalement avec le malaise de tous les autres, rendant la situation encore plus déconcertante pour ceux qui les entouraient. Mary dut intervenir et pratiquement traîner sa mère hors du bain avant que la situation ne devienne encore plus gênante. Une fois Hanami sortie de la pièce, tout redevint normal. Plus tard, Mary arriva avec du thé aux herbes et invita Itsuki à rester avec elle pendant qu'elle étudiait. Au cours de leur conversation, il remarqua que sa coiffure était différente. Mary le taquina à propos de cette remarque, ce qui le mit mal à l'aise. Puis, Mary remercia sincèrement Itsuki d'avoir changé sa routine scolaire. Les groupes d'études, les conversations et le temps passé avec ses camarades avaient rendu ses journées beaucoup plus agréables. Elle admit également qu'elle admirait sa détermination, affirmant que son dévouement et sa persévérance l'inspiraient à continuer à travailler dur. Pour Mairi, la présence d'Itsuki avait apporté des changements positifs dans sa vie. À la fin de leur conversation, elle décida de lui faire une proposition sur le ton de la plaisanterie. Si Itsuki parvenait à obtenir une excellente note au prochain examen d'aptitude, elle avait l'intention de le recruter comme son bras droit après l'obtention de leur diplôme. La proposition semblait tellement irréaliste qu'il fit immédiatement remarquer que cela lui paraissait peu probable. Cependant, Mary lui répondit sans la moindre hésitation. Selon elle, ce genre de raisonnement était précisément la raison pour laquelle il n'arrivait toujours pas à croire pleinement en son propre potentiel. À ses yeux, ses capacités étaient bel et bien plus grandes que ce qu'il pouvait lui-même imaginer. La conversation se poursuivit et, à un moment donné, Mitsuki fit remarquer que travailler aux côtés de Mary semblait vraiment amusant. Pour lui, étudier était devenu beaucoup plus agréable grâce à sa présence, à la manière dont elle organisait leurs séances d'études et au sérieux avec lequel elle poursuivait ses objectifs. La façon dont elle encourageait également les personnes autour d'elle rendait tout beaucoup plus intéressant. Pour cette raison, il s'imagina qu'il aimerait lui aussi travailler dans un environnement similaire à l'avenir. En entendant cela, Mary fut ravie. L'idée qu'ils puissent un jour travailler ensemble semblait lui faire particulièrement plaisir. Avant de terminer leurs études ce soir-là, elle décida de faire quelque chose de différent. Selon Mary, depuis l'Antiquité, les gens utilisaient des phrases d'encouragement pour remonter le moral, avant d'affronter des défis importants. Inspirée par cette idée, elle décida de créer un slogan spécial, afin de les motiver pendant leurs études. Le résultat fut cependant assez particulier. Mary commença à répéter une phrase faisant référence à Hinako, et insista pour que Mitsuki se joigne à elle. Bien que tout cela semblât quelque peu étrange, elle était totalement convaincue que cela contribuerait à renforcer leur motivation à tous les deux. Après plusieurs tentatives, corrections et ajustements dans leur manière de répéter le slogan, l'activité prit finalement fin. Au moment de se dire au revoir, Mary le remercia pour sa compagnie et lui dit qu'il serait toujours le bienvenu chez elle. Ses parents semblaient eux aussi avoir apprécié sa visite. Après les avoir observés interagir toute la journée, quelqu'un fit remarquer que Mary et Mitsuki semblaient très bien s'entendre. Mary acquiesça et admit qu'elle se sentirait beaucoup plus à l'aise en ayant quelqu'un comme lui à ses côtés. Cette déclaration suscita une nouvelle fois
des plaisanteries sur la possibilité d'une quelconque relation entre eux. Comme elle l'avait déjà fait auparavant, Mary rejeta immédiatement toute interprétation de ce genre, faisant clairement comprendre qu'elle ne voyait pas la situation de cette manière. Cependant, la conversation prit rapidement une tournure beaucoup plus sérieuse. Masetsugu révéla qu'il envisageait de commencer à préparer les fiançailles de sa fille pour son avenir. Cette annonce prit complètement Mary au dépourvu. Remarquant sa réaction, il lui expliqua calmement ses raisons. À ses yeux, de nombreuses personnes finiraient bien par chercher à se rapprocher d'elle, en raison de l'influence, de la richesse et du pouvoir associés au nom de la famille Mary. Parmi elles, il y aurait certainement des individus motivés par des intérêts égoïstes et des intentions douteuses. Pour cette raison, il estimait que des fiançailles arrangées suffisamment tôt pourraient en servir à la protéger des avances de personnes opportunistes. Malgré tout, il précisa clairement que la décision finale dépendrait entièrement de la volonté de Mary. La jeune femme resta silencieuse pendant quelques instants, réfléchissant à la question. Fait intéressant, sa principale préoccupation n'était pas liée à son propre bonheur. Au contraire, ce qui occupait le plus ses pensées était la manière dont cette décision affecterait sa famille. Lorsqu'elle demanda si des fiançailles seraient réellement bénéfiques pour la famille Mary, elle reçut une réponse positive. Selon Masetsugu, cela faciliterait divers projets futurs et pourrait apporter des avantages importants à la famille. Après avoir entendu ces explications, Mary prit sa décision sans la moindre hésitation. Si ce choix pouvait être bénéfique à la famille Mary, alors elle était prête à l'accepter. Elle accepte, car cela serait bénéfique pour la famille. De retour au manoir Konohana, Itsuki s'excuse auprès de Shizune pour son absence la veille au soir. Mais Shizune lui dit que c'est plutôt Hinako dont il devrait se méfier, car elle est furieuse. Itsuki se rend alors dans la chambre de Hinako et lui explique qu'il n'avait pas le choix et qu'il avait dû rester chez Mireille, car il pleuvait énormément la veille au soir. Cette explication ne satisfait absolument pas Hinako. Elle le renifle alors pour vérifier s'il sent les biscuits de Mireille, mais l'idiot lui révèle qu'il a pris un bain avec Mireille et sa mère. En entendant cela, Hinako est tellement bouleversée qu'elle attrape Itsuki par le col de sa chemise et lui rappelle que son concombre lui appartient. Mais Shizune les interrompt en appelant Hinako pour le dîner. Alors que Hinako est déjà à table, Itsuki arrive vêtu d'un costume, ce qui la choque. Elle suppose qu'il est devenu pour l'épouser. Cependant, Itsuki lui explique que Shizune a organisé ce dîner avec elle, parce qu'il a enfin fait des progrès dans l'apprentissage des bonnes manières à table. Shizune ajoute qu'il s'agit de son examen final et qu'elle évaluera elle-même ses compétences. En voyant Itsuki manger correctement, Hinako est stupéfaite par les progrès qu'il a réalisés. Shizune lui donne finalement son approbation. Itsuki demande alors à Hinako de lui permettre de prendre tous ses repas avec elle à partir de maintenant. Hinako accepte, mais lui demande de laisser tomber toutes ses manières et de se comporter naturellement. Shizune lui explique alors qu'il n'a pas besoin de respecter les règles de bienséance en permanence, sauf lorsque Kagen se joint à eux pour dîner. Le lendemain, Itsuki remarque que Mireille semble distraite pendant leur séance de tutorat. Il lui demande ce qui ne va pas, mais elle lui assure que tout va bien. Elle lui annonce ensuite qu'il a obtenu une note de 98 à son dernier contrôle. Itsuki promet donc de faire encore mieux la prochaine fois. Concernant ses leçons de savoir-vivre, Mireille décide de terminer les cours de bonne manière à table avec Itsuki, puisque son père a approuvé ses performances l'autre jour. Pendant leur pause, Itsuki aperçoit Narika qui patrouille dans la cour. Elle lui explique qu'elle fait la promotion des articles de sport de l'entreprise de son père auprès de l'école. Itsuki lui apprend qu'il suit des cours particuliers avec Mireille. Cela la surprend, puisqu'ils ont déjà terminé leurs examens. Itsuki lui rappelle alors qu'un autre examen approche et qu'il doit donc s'y... Alors qu'il s'apprête à partir, Narika l'arrête et le manipule pour le pousser à l'inviter à la fête du thé qu'il organise avec Mireille dans le cadre de leur prochain cours de savoir-vivre. À la table du thé, Itsuki raconte à Narika comment il a passé la nuit chez Mireille. Elle lui demande alors pourquoi son riz est suffisamment puissant pour affecter les fils Nepo issus de grandes familles. Changeant de sujet, Itsuki fait remarquer avec ironie que Narika a de très bonnes manières à table. Elle le réprimande aussitôt, tout en lui rappelant qu'elle est la fille de la famille Miyakojima, ce qui fait rire Mireille. Cependant, Itsuki demande à Mireille de lui dire ce qui la tracasse.
Elle lui explique alors qu'elle se sent troublée par le mariage qui est en train d'être arrangé pour elle. Narika affirme que c'est le destin des filles comme elle. Itsuki lui demande donc si sa propre famille est également en train de lui arranger un mariage, mais Narika répond que ce n'est pas encore le cas. Réalisant qu'elle est en train de s'enfoncer, elle change immédiatement de sujet et explique à Itsuki qu'elle peut toujours choisir de se marier par amour. Ses parents n'ont encore rien arrangé pour elle, parce qu'ils estiment qu'elle n'est pas encore prête. Lorsque Mireille demande son avis à Itsuki, il reconnaît qu'il ne connaît pas grand-chose au mariage arrangé, mais il lui souhaite sincèrement de trouver ce qui lui convient. Mireille les remercie tous les deux de l'avoir écouté se plaindre, car cette situation lui pesait depuis quelque temps. Tous deux lui expriment alors leur souhait de rester proche d'elle et de continuer à être ses amis, même après son mariage. Sur le chemin du retour, Mireille est un peu vexée qu'Itsuki n'ait pas eu davantage à dire au sujet de ses fiançailles à venir. Mais son cœur se met à battre plus vite lorsqu'elle repense au temps qu'ils ont passé ensemble dans le manoir. Le lendemain, Itsuki arrive au gymnase de l'école pour son cours de savoir-vivre. Mireille lui explique qu'ils vont suivre des cours de danse afin de l'habituer aux danses mondaines et d'améliorer sa posture. Suivant ses instructions, Itsuki s'approche d'elle et lui prend la main en position de danse, tandis qu'elle lui montre quelques pas. Après quelques minutes de salsa, Mireille félicite Itsuki pour ses excellentes capacités physiques. Itsuki explique alors que cela est dû à son entraînement aux arts martiaux. Mireille avoue qu'elle aime elle aussi les arts martiaux, car ils permettent de renforcer à la fois le corps et l'esprit. Itsuki la complimente alors sur ses nombreux talents. Lorsqu'ils reprennent leur cours, les deux neurones d'Itsuki s'envolent de sa tête dès qu'il remarque les formes de Mireille, à travers son chemisier trempé de sueur. Elle le réprimande et lui ordonne de la regarder dans les yeux. Pour éviter que son sabre de viande ne se réveille, Itsuki lui fait remarquer l'état de son chemisier. Mireille devient tellement embarrassée qu'elle se couvre aussitôt et le traite de pervers. Après s'être correctement couverte, elle reprend une séance de danse avec Itsuki. À la fin, elle décide de mettre un terme à leur cours pour la journée. Pendant qu'ils se reposent ensemble, Mireille lui explique qu'elle ne pourra plus passer autant de temps avec lui après l'école une fois qu'elle sera fiancée, car elle devra consacrer son temps à son futur mari. Itsuki avoue alors que leurs moments passés ensemble lui manqueront. Cela rend Mireille tellement heureuse qu'elle détourne le regard, afin qu'il ne voie pas ses joues devenues rouges. Plus tard dans la soirée, Mireille savoure tranquillement une tasse de thé, tout en repensant avec enthousiasme aux paroles romantiques qu'Itsuki lui a adressées. Elle envisage même de l'embaucher dans le groupe Tenroji, afin qu'ils puissent continuer à passer du temps ensemble, mais elle écarte immédiatement cette idée. À ce moment-là, sa mère arrive et remarque à quel point Mireille est devenue heureuse depuis qu'elle a commencé à passer du temps avec Itsuki. Hana lui demande alors ce qu'Itsuki représente pour elle. Mireille lui raconte toutes les expériences amusantes qu'elles ont vécues ensemble et explique qu'elle aime passer du temps avec lui. Remarquant que Mireille est préoccupée par son mariage, Hana lui conseille de vivre librement, au lieu de porter seule le poids des responsabilités de leur famille. Mais Mireille lui assure qu'elle accepte parfaitement la situation. Hana lui annonce ensuite qu'une rencontre en face-à-face a été organisée avec l'homme auquel elle doit être mariée. Mireille accepte donc avec enthousiasme de s'y rendre. Le lendemain, après leur cours de danse, Mireille informe Itsuki qu'elle doit rencontrer son futur mari ce jour-là. Itsuki lui dit cependant qu'il a remarqué qu'elle n'était pas heureuse à l'idée de ce mariage. Mireille lui explique alors que ce mariage est nécessaire pour sa position au sein de la famille Tenroji. Elle révèle qu'elle a en réalité été adoptée et qu'elle considère comme son devoir de travailler encore plus dur afin de faire progresser leur famille. Itsuki peut comprendre ce sentiment, car lui aussi est déterminé à protéger le nom de la famille Konohana. Il lui révèle alors un secret. Pendant le dîner, Itsuki demande à Hinako ce qu'elle pense de ses responsabilités en tant qu'héritière de la famille Konohana. Elle avoue qu'elle déteste étudier, mais estime malgré tout qu'il vaut mieux travailler dur pour sa famille. Cependant, elle révèle qu'elle était heureuse lorsqu'Itsuki est arrivé dans sa vie, car sa présence lui a fait comprendre que son monde ne se limitait pas à sa famille. C'est tout pour cette vidéo. Laissez un j'aime si vous avez apprécié cette partie et abonnez-vous pour ne pas manquer la suite.